L'action se déroule la nuit, une tempête fait rage dans le ciel et un grand bruit de tonnerre se fait entendre. Un petit stand vend de la nourriture de rue, de la fumée s'élève de là et l'arôme de la nourriture se fait entendre. Un homme regarde les commentaires sur son smartphone, il rit et dit que tous les commentaires sont des vœux. Il dit à l'autre homme au comptoir que s'il ne les avait pas vus ensemble dans la voiture, il poursuivrait toujours cette fille. Son interlocuteur ne répond rien et continue de boire à la bouteille. L'homme dit qu'il continuera à les surveiller pour être absolument sûr de ne pas se tromper. Son interlocuteur s'appelle Zanma et il a 21 ans, il comprend et dit au gars d'arrêter de rire. On lui demande où il allait aller et il répond qu'il est allé aux toilettes. Il part et dit qu'il se vengera d'eux, l'interlocuteur lui dit de se calmer, puisque le père de la jeune fille est une personne importante. Le gars dit qu'il a l'intention de le faire de toute façon, quoi qu'il arrive. Son interlocuteur s'appelle Lida Kui, et il a également 21 ans, il regarde le gars mais ne répond pas. Il y a un bruit assourdissant de tonnerre et des éclairs à côté d'un poteau électrique non loin du comptoir. Le héros s'y rend pour se soulager. À ce moment-là, un éclair frappe un poteau électrique, juste à côté duquel se tient le type. Le flux d'électricité provenant d'un coup de foudre est dirigé vers le personnage principal. La décharge frappe le héros, lui faisant perdre le contrôle de son corps. Le héros parvient à croire qu'il a été frappé par la foudre et pense avec agacement qu'il est un perdant. Il ferme les yeux, juré et sûr que maintenant sa vie est finie et qu'il ne survivra pas. 3 jours après l'incident, le héros se retrouve dans le bâtiment de l'hôpital de la ville. La connaissance du héros, Lida Kui, demande au médecin pourquoi le héros ne s'est pas encore réveillé, ils lui disent qu'il est dans le coma et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le médecin regarde le gars et lui demande s'il est étranger, car ses pupilles sont rouges. Il ouvre les paupières et constate que le héros a réellement des yeux rouges vifs. Lida Kui est surpris et demande ce que le médecin veut dire lorsqu'il parle des yeux rouges. Il vérifie tout seul et ouvre les paupières du héros, il voit que ses yeux sont rouges. Les yeux du héros reflètent l'épisode sur la plage d'été. Le héros voit qu'il est sur la plage, il y a des filles qui courent partout, il s'allonge et boit un verre avec une paille. Les filles jouent entre elles et versent de l'eau de mer sur leurs amis. D'autres prennent le soleil, communiquent entre eux et se détendent tranquillement. Une fille s'approche du héros, elle l'appelle son frère et lui demande s'il l'aidera à appliquer un écran solaire. Le héros est timide et la regarde, il retire les écouteurs de ses oreilles et balbutie, ne sachant pas quoi dire. Elle lui demande à nouveau et lui tend un paquet de crème solaire. Le héros finit par accepter et tend la main pour prendre le paquet de crème des mains de la jeune fille. Soudain, le visage de la jeune fille se transforme en celui de Lida Kui, il suggère d'aller quelque part ensemble le soir. Le héros crie le nom d'un ami sous le choc et ne comprend pas ce qui s'est passé. Il se lève brusquement du lit d'hôpital et crie fort. Le docteur constate qu'il est réveillé et décide de vérifier ses pupilles à l'aide d'une lampe de poche. Le héros se rend compte du torse et frappe accidentellement le médecin durement à la tête. Le médecin, mécontent du coup, appelle l'infirmière dans la chambre et lui dit que le patient a repris connaissance. Il dit qu'il devrait y en avoir 2 autres, car il y a des blessés ici, il parle de son coup à la tête, la porte s'ouvre et les infirmières disent qu'elles sont arrivées. 3 filles en uniforme d'infirmière entrent dans la pièce, il sourit chaleureusement. Le héros rougit et trouve embarrassé que les filles sont très belles. Le héros constate avec surprise que ses yeux voient désormais les choses plus clairement. Il regarde la poitrine d'une des infirmières qui arrive. Il continue de regarder et est surpris lorsqu'il sent que quelque chose ne va pas chez lui. Le héros, choqué, pense que quelque chose lui est arrivé. Ensuite, le héros décide que ce ne sont que des hallucinations après la blessure et se calme. Il se frotta les yeux et regarda les infirmières, il recommence à rougir. Il voit des filles autour de lui sans vêtements, et constate que c'est beau. Il commence à rougir encore plus et est surpris de ce qui se passe. Il est choqué de voir à travers ses vêtements et ne comprend pas ce qui lui arrive. Une des infirmières s'approche de lui et lui dit de se détendre et ils vont maintenant lui faire des tests, en commençant par prendre sa tension artérielle. Le héros n'en croit pas ses yeux lorsqu'il se rend compte qu'il est capable de voir à travers leurs vêtements. L'infirmière dit au héros que si le contrôle ne révèle aucun problème de santé, il sortira de l'hôpital cet après-midi. Elle dit au héros de ne pas s'inquiéter car il ne s'agit que d'un test de tension artérielle. Elle demande au gars s'il ressent une gêne dans une partie de son corps. Le héros se sent mal à l'aise car l'infirmière est à proximité. Il dit qu'elle s'est approchée trop près de lui, il rougit et est gêné. Une connaissance du personnage principal a quitté la pièce et a regardé quelque part avec fascination. L'infirmière dit au héros que sa santé va bien et qu'il peut maintenant sortir de l'hôpital. Lida Kui regarde les jeunes filles qui font du sport. Il dit à Zongma de rester à l'hôpital pendant encore une semaine, car il y a une salle de sport à proximité, il regarde les filles avec amour. L'infirmière, mécontente, lui dit d'arrêter de jeter un coup d'œil et de la poursuivre pour payer le traitement. L'infirmière regarde le personnage principal et se sent bouleversée de ne plus se souvenir d'elle. Le protagoniste du smartphone utilise une recherche sur le web pour trouver des informations sur la vision au rayon X. Il trouve des informations sur des capacités qui transcendent les 5 sens, il lit l'article avec surprise. Il dit que parfois, après une expérience de mort imminente, les personnes peuvent développer des capacités surnaturelles. Le héros se lève et pense que la foudre lui a donné la capacité de voir à travers les objets.
Il décide de ne rien dire à Lee Da-kui car il penserait que le héros est devenu fou après avoir été frappé par la foudre. Le héros baisse les yeux et voit un lit avec un patient et une infirmière debout à côté de lui, il est surpris et réfléchit à ce que c'est. Il devient nerveux et constate que le sol de l'immeuble a disparu sous lui. Il voit plusieurs étages à la fois, puisque l'étage de chaque étage lui est devenu invisible. Il est effrayé par ce qu'il voit et voit 4 étages de l'hôpital à la fois. Le héros se met à 4 pattes et a peur de tomber, il pense que c'est inattendu et que c'est très effrayant. Il rampe à 4 pattes vers la porte, le héros pense qu'il ne peut pas se tenir debout normalement. Il dit qu'il est content d'avoir acquis une supervision, mais que maintenant il ne peut plus utiliser les escaliers. Il s'énerve et dit que c'est à ce moment gênant qu'il doit aller aux toilettes. Le héros entre dans les toilettes à 4 pattes, mais ne remarque pas le panneau des toilettes pour femmes sur la porte. Il finit de faire son travail, soupire de soulagement et dit à quel point il se sent bien. Il sort du stand et dit qu'il ne tient pas debout du tout, mais heureusement, il est intelligent. À ce moment, 2 infirmières entrent dans les toilettes, ils discutent entre eux du type ennuyeux et rient. Ils furent stupéfaits lorsqu'ils virent le personnage principal à 4 pattes au sol, le héros les regarde avec surprise. Les infirmières courent en criant qu'il y a un pervers dans les toilettes. Le héros essaie de leur expliquer qu'il n'est pas un pervers, mais ils se sont déjà enfuis. Il dit avec inquiétude qu'il était tellement pressé qu'il s'est retrouvé par erreur dans les toilettes des femmes. Il remarque un point sur le sol à proximité qui brille d'une lumière violette peu naturelle. Il regarde avec surprise ce phénomène incompréhensible et demande de quoi il s'agit. Il se penche et regarde à l'intérieur, il dit voir de l'air circuler à l'intérieur. Il voit un égout s'écouler et dit qu'il a l'impression d'être aspiré à l'intérieur. Le héros est surpris et se rend compte que sa vision surnaturelle lui permet même de voir à travers le pipeline. Il regarde le débit d'eau qui traverse le tuyau. Le héros regarde comment l'eau circule dans les tuyaux. Il remarque qu'au loin du pipeline il y a une lumière lointaine. Il voit une sortie à l'arrière du tuyau, à l'autre extrémité du pipeline. Il dit qu'il est temps de voir l'invisible et remarque quelque chose à l'autre bout du fil. À ce moment, une femme est assise sur les toilettes, le héros voit cela à l'aide d'une vision surnaturelle. Elle remarque quelque chose en s'asseyant, elle devient mal à l'aise. La femme note qu'elle a l'impression que quelqu'un la surveille, elle se sent dégoûtée. Le héros se détourne et dit que cela deviendra désormais pour lui un traumatisme psychologique pour le reste de sa vie. Les infirmières courent dans les toilettes, emmenant avec elles une troisième, celle qui s'occupait du héros, ils désignent le gars et disent qu'il y a un pervers ici. Elle est surprise quand elle voit le gars et demande si c'est vraiment Zongma. Lee Da-kui demande avec inquiétude ce qui est arrivé au personnage principal. Il le prend dans ses bras et lui dit de ne pas lui faire peur et de se réveiller enfin. Plus tard, dans la cour, l'infirmière dit au gars qu'il s'agit d'un malentendu et qu'il peut désormais quitter l'hôpital en toute sécurité. Il remercie la fille et s'excuse pour la gêne occasionnée, elle répond modestement que c'est son métier. Il dit que si une fille a besoin d'aide, elle peut le contacter et il l'aidera volontiers. Elle demande avec hésitation si des problèmes peuvent être résolus. Le gars dit hardiment qu'il ne revient jamais sur ses propres mots. L'infirmière rougit et dit qu'elle a juste besoin d'aide. Il est gêné et rougit encore plus devant le gars avant de parler. Elle demande à Zongma s'il peut être son petit ami. D'autres événements se déroulent à l'université le lendemain. 2 gars marchent ensemble, Lee Da-kui demande au personnage principal ce que le médecin lui a dit. Le héros répond qu'il ne l'a pas écouté et s'arrête sur place. Il dit que la fille lui a demandé de devenir son petit ami. Lee Da-kui est surpris et demande s'il est sérieux. Il est bouleversé et dit qu'il a payé le traitement de Zongma et qu'il a d'abord rencontré l'infirmière, et maintenant il a volé la fille dans son dos. Le personnage principal est réfléchi et se souvient d'une conversation passée avec une infirmière. La fille dit qu'elle lui demande de se faire passer pour son petit ami à la fête et comprend que cela mettra le gars dans une position délicate. Elle rougit et demande en balbutiant s'il pourrait l'aider dans cette affaire. Le personnage principal est découragé et accepte avec hésitation la proposition de l'infirmière. Zongma dit à son ami qu'il plaisantait et que la fille lui a juste demandé de faire semblant. Lee Da-kui dit qu'il savait qu'il plaisantait et dit à Zongma de lui rendre l'argent pour son traitement. Le héros dit avec mécontentement que pour lui l'argent est plus important que leur amitié, il lui dit à nouveau de les rendre. Ils sont remarqués par un jeune homme qui passe par là, il reconnaît le personnage principal et demande s'il a été récemment frappé par la foudre. Devant eux se tient un gars avec une fille et 2 gardes du corps en costume. Le nom de la fille est Sun Nana, elle a 19 ans et elle est sortie avec Zongma, elle se plaint que la rencontre de telles insignifiantes lui ait gâché le plaisir de la promenade. Le personnage principal dit avec moquerie que Sun Nana et son petit ami, Lee, sont un couple de chiens, il demande s'il voulait lui rendre visite. Le jeune homme se met en colère et demande au héros s'il veut mourir, il s'appelle Lee Ning-Liu, il a 21 ans et il est l'héritier d'une entreprise prospère. Une foule commence à se rassembler autour d'eux, les gens les reconnaissent et discutent entre eux du fait que Lee Ning-Liu a volé la fille à Zongma. Ils notent que Lee Ning-Liu est le fils du chef de la Hentai Corporation. Lee Ning-Liu s'inquiète du fait qu'il y a trop de monde à proximité. Il dit au héros qu'étant donné sa position élevée dans la société, il ne devrait pas compter avec des gens comme Zongma. Lee Ning-Liu demande s'il sait qui est son père, et le héros répond que son père est Zongma lui-même. Le public commence à rire du commentaire du personnage principal, ce qui met encore plus en colère Lee Ning-Liu.
Il crie que son père est le patron de la société hentai et demande si le héros a le courage de rire maintenant. Le personnage principal dit d'un ton moqueur et sarcastique qu'il a très peur. Lee Ning-yu dit au héros de s'agenouiller et il lui pardonnera ensuite. Lee Da-kui dit à Lee Ning-yu de ne pas être en colère et lui propose de lui offrir un dîner en guise d'excuse. Lee Ning-yu le regarde et se moque du gars. Il dit qu'il ne le mérite pas et lève la main pour donner un coup de pied. Lee Da-kui plisse les yeux de peur et jure dans ses pensées lorsqu'il réalise qu'il est sur le point d'être touché. Un air confiant apparaît sur le visage du protagoniste alors qu'il décide d'intervenir. Il arrête le coup de poing de Lee Ning-yu avec sa main avant qu'il n'atteigne sa cible. Lee Ning-yu devient encore plus en colère et crie, demandant comment il a osé l'arrêter. Il demande si le héros veut mourir et lui crie dessus, avec l'intention de le frapper. Le héros met sa main devant lui et bloque le coup de l'ennemi. Avec une légère poussée, Lee Ning-yu s'envole. Cette apparition surprend le personnage principal et il maudit. Avec un son fort, Lee Ning-yu vole dans une poubelle à plusieurs mètres du héros. Le héros semble choqué par la distance parcourue par l'ennemi depuis sa poussée. Lee Ning-yu est allongé là, incapable de se lever après avoir heurté la poubelle. Le héros regarde sa main et pense que, apparemment, après l'incident de la foudre, il n'a pas seulement acquis une vision surnaturelle. Après ce qui s'est passé plus tôt, le héros est appelé dans la salle du personnel et réprimandé. On lui dit qu'il a eu d'énormes ennuis en frappant Lee Ning-yu. Lee Da-kui est assis anxieusement à proximité et attend le retour du héros. Le professeur crie qu'il ne pourra pas aider si quelqu'un vient de Lee Ning-yu pour régler le problème. Lee Da-kui remarque que le personnage principal quitte enfin la salle du personnel. Le gars sort et remercie le professeur, la porte est fermée derrière lui. Lee Da-kui accourt avec inquiétude et demande si Zong-ma va bien. Le gars répond que tout va bien pour lui et qu'il a juste été un peu grondé pour l'incident. Lee Da-kui demande quand il est devenu si cool et note qu'il n'a même pas remarqué comment il a éliminé Lee Ning-yu. Lee Da-kui fait un geste pour frapper l'air. Le héros dit en plaisantant qu'il l'a posé avec ses mains et non avec sa tête. Le gars se tait et pense à quelque chose. Lee Da-kui dit que c'était agréable de voir Lee Ning-yu être mis à sa place et dit qu'il peut marcher à travers la forêt. Le héros lui dit de ne pas le flatter. Il dit également que depuis qu'il l'a sauvé aujourd'hui, la question du paiement du traitement a disparu. Lee Da-kui crie que le problème n'est pas résolu, mais le héros commence à le fuir le long du couloir. D'autres événements se déroulent un peu plus tard dans le prestigieux hôpital impérial. Ils expliquent à la femme que Lee Ning-kui va bien et qu'il a perdu connaissance à cause de ce qui s'est passé. Elle fume dans la pièce et demande ce qu'il en est de ses gardes du corps. Elle frappe le premier, le faisant grimacer. Elle frappe ensuite violemment le deuxième homme. Elle dit qu'ils ont 3 jours pour retrouver la personne qui a frappé Lee Ning-yu. Les hommes regardent les femmes avec peur. Elle les menace et leur dit que s'ils échouent, ils ne se coucheront pas par terre, mais en dessous. À ce moment-là, un homme s'approche d'elle et lui tend un téléphone, que quelqu'un appelle. Elle regarde l'écran de son smartphone et voit que Lee Wan-yu l'appelle. Après cela, les événements se déroulent dans le dortoir du protagoniste, dans la nuit du même jour. Il regarde le reflet de son visage dans le téléphone, examinant de plus près la couleur de ses yeux. Le héros regarde ses yeux rouges et réfléchit. Il pense qu'après avoir été frappé par la foudre, ses yeux sont devenus rouges et ont commencé à voir à travers les objets. Le héros se souvient de la situation avec les infirmières immédiatement après son réveil. Il se souvient également de la façon dont sa légère poussée a projeté Lee Ning-yu sur une énorme distance. Il se souvient qu'il n'imaginait pas que le coup serait si fort. Le héros pense qu'il peut utiliser ses nouveaux pouvoirs pour sauver le monde et imagine avec optimisme le succès futur dans la vie. Il pense avec joie qu'il aura de nombreux fans à l'avenir. Soudain, il entend une voix à proximité qui lui dit que tout cela n'a aucun sens. Le héros regarde la porte et demande qui est ici. Puis il voit une lumière vive et se couvre les yeux avec sa main. Il se retrouve dans un espace bleu incompréhensible, il demande où il se trouve et la voix dit qu'il est dans le monde des esprits, que Yisheng communique avec lui et que la foudre était son énergie spirituelle. Le gars dit qu'il s'en fiche et exige qu'elle le reprenne, elle répond que son corps est toujours dans le dortoir, mais que son âme est ici. Zong-ma a peur et dit qu'il ne veut pas mourir si elle est une collectionneuse d'âmes. La créature dit qu'elle n'est pas morte et qu'elle peut retourner dans son corps, elle explique que les pouvoirs du héros font partie de ses pouvoirs et qu'elle a besoin du héros pour l'aider à s'en sortir. Il demande avec perplexité et surprise ce que cela signifie. Cette action se poursuit dans l'auberge ce soir-là. Un homme vient à la porte de l'immeuble et dit qu'ils sont là. Il y a plusieurs hommes en costume debout là, l'un d'eux s'approche de son patron et lui dit que l'homme qui a frappé Lee Ning-yu vit ici. Il rapporte et dit qu'il habite au 6e étage, dans l'appartement numéro 6421 et qu'il s'appelle Zong-ma. En entendant cela, le patron regarde le bâtiment avec une expression neutre et ne dit rien. Le héros est toujours dans le monde spirituel, il voit des flux d'énergie bleuâtre. Yisheng dit qu'elle ne peut pas rester ici longtemps et qu'elle donnera au héros un système pour entraîner les compétences des immortels. Elle dit au héros surpris que le système lui apprendra comment contrôler et améliorer ses super pouvoirs. Elle touche la main du gars, y laissant une marque, il crie de douleur et de surprise. Le gars jure alors que la marque sur sa main brûle, cette marque s'avère être un tatouage bleu avec un symbole mystérieux. Yisheng dit au héros de s'entraîner et d'améliorer ses compétences, et qu'ils se reverront plus tard. Le héros lui dit d'attendre, mais la créature a déjà fondu dans les airs.
Il dit qu'elle ne lui a jamais dit comment utiliser le tatouage. Après cela, le héros s'est réveillé seul dans son dortoir. Il est surpris et regarde autour de lui. Il n'y a personne, il est assis seul dans le dortoir. Le héros pense que le rêve était très étrange, mais il semblait très réel. Il se souvient que dans un rêve, il s'était fait tatouer et regardait sa main. Il est surpris lorsqu'il voit que le tatouage de son rêve se trouve sur son avant-bras. Il jure quand il réalise que cela s'est réellement produit. Il pense d'un air maussade que ce n'est qu'un tatouage et qu'on ne lui a pas dit comment l'utiliser. Soudain, un flux de lumière commence à jaillir du tatouage sur son bras, ce qui surprend le héros. Il entend une voix mécontente que le héros le considère comme un tatouage ordinaire. La voix dit qu'il est le meilleur système de cultivation du monde des immortels, les boutons sont visibles pendant l'entraînement. Le héros étonné regarde les boutons qui apparaissent et demande quel est le système de culture. La voix dit qu'il aidera le héros à devenir l'homme le plus fort sur terre et au ciel. Le héros déclare avec scepticisme que cela n'a aucun sens. La voix déclare que ses statistiques sont inférieures à celles d'un mortel normal, et même avec le pouvoir spirituel qu'il a acquis, son énergie n'est que de 50 unités, le héros en est indigné. En réponse, le héros est soudainement frappé par une charge électrique, la voix dit que cela arrivera s'il manque de respect. Il dit qu'il s'appelle Asiu et qu'avec son aide, le héros pourra développer des compétences et apprendre à contrôler l'énergie spirituelle. Asiu dit que le maître lui a transféré le pouvoir, mais qu'il en conserve encore une petite partie. Il dit au personnage principal de se concentrer et d'essayer de percevoir l'énergie dans la pièce en utilisant sa vision, le héros obéit. Il expire et ouvre les yeux après avoir médité. Il est surpris et ouvre grand les yeux lorsqu'il voit l'énergie. Des flux infinis d'énergie multicolore tourbillonnent autour de lui, le héros les regarde avec fascination, et Ziu dit que c'est à cela que ressemble vraiment ce monde. Le héros parle de sa vie dans ses pensées, il se souvient de la façon dont il a étudié à l'université, il pense au fait qu'il était un étudiant ordinaire à l'université médicale de la capitale de Pékin. Il y a quelques jours, il a été frappé par la foudre, lui permettant d'acquérir d'incroyables capacités surhumaines. Puis il apprit quelque chose d'encore plus incroyable sur ses pouvoirs. Il s'avère que la source est un être immortel du monde spirituel nommé Yisheng. Malgré le fait que le héros ait vu tout cela de ses propres yeux, il ne parvient toujours pas à croire pleinement ce qui se passe. Le système dit au héros de ne pas être surpris car ce ne sont que les bases. Le système indique au héros qu'il peut voir l'énergie spirituelle dans la pièce et que le pouvoir spirituel est concentré dans ses yeux, ce qui lui donne la capacité de voir à travers les murs. Le héros médite. Le système dit que si le héros se concentre, il pourra voir l'énergie spirituelle dans n'importe quel objet. Le héros est surpris de constater qu'il aperçoit même une souris dans le tuyau. Il remarque qu'il peut voir son ami dans l'autre pièce, il est ravi de ses capacités. Il est alors encore plus surpris lorsqu'il se rend compte qu'il aperçoit l'insecte sur son ami. Il est ravi de dire qu'il a compris pourquoi il peut voir à travers les objets, c'est parce que l'énergie spirituelle peut ressentir un mouvement autour d'elle. Le système est d'accord avec cela et dit que le héros va désormais apprendre à acquérir du pouvoir. Le système dit que rien n'apparaît ou ne disparaît tout seul, l'énergie ne peut que changer de forme et se déplacer. Le héros dit que ce sont les bases de la physique qu'il a apprises à l'école. Le système explique que les gens consomment de la nourriture et de l'eau, et que les immortels absorbent l'énergie spirituelle des objets qui en sont remplis. Le système dit qu'il aidera le héros à transformer les objets spirituels en pouvoir. Le héros est surpris d'entendre cela. Le système s'explique par analogie avec un bâtiment. Lors de la construction d'un bâtiment, la somme de tous ses composants sera égale à son énergie. Le système indique au héros que dans cet exemple, le bâtiment constituera la force nécessaire à la culture. Le système indique que les objets appropriés seraient des antiquités anciennes fabriquées à partir de matériaux rares et la pilule spirituelle de Maître Lao Tse. Le héros est surpris et interroge le système sur les antiquités. Le système dit que c'est la meilleure création de Maître Yisheng. Et elle dit qu'elle est capable d'obtenir des informations dans des livres pour maîtriser rapidement des compétences. Le système indique également qu'il peut aider le héros à créer une pilule d'immortalité dans un four alchimique. Le héros dit sombrement que tout cela n'est pas du tout scientifique. Il sourit alors largement et demande si cela pourrait l'aider à apprendre les informations de ses manuels pour le test de la semaine prochaine. En réponse, le système frappe le héros avec un courant électrique. Le système insatisfait et indigné dit qu'il propose d'étudier des connaissances secrètes et que le héros veut les utiliser pour se préparer au test. Le héros regarde une pile de livres éparpillés et en remarque un, sur lequel est dessiné un boxeur. Il demande s'il peut utiliser le système pour étudier un livre sur les techniques de combat. Le système dit que ce livre fera l'affaire et que cela prendra 5 minutes. Le héros se réjouit et jette le livre sur l'écran flottant du système, le chronomètre de 5 minutes commence. Le héros est ravi, il dit joyeusement que c'est le meilleur moment de sa vie. À ce moment, dans le couloir du dortoir, l'ascenseur arrive au 6e étage. Un homme sort avec un poing américain à la main et demande si c'est la chambre numéro 6081. Plusieurs complices armés de battes de baseball se tiennent à côté de lui. Il trouve le bon numéro de chambre et regarde la porte. Puis l'un d'eux, avec un grand cri, ouvre la porte de la chambre du personnage principal d'un coup de pied puissant. Plusieurs hommes armés de chauves-souris entrent par la porte du dortoir. Lidakui s'y réveille, il demande qui est là et se plaint du bruit en pleine nuit.
Un air choqué apparaît sur son visage alors qu'il est attrapé. L'homme jette avec force Lee Da-kui hors du lit et sur le sol, il tombe avec un grand bruit. L'homme chauve lui demande où est Zong-ma. Lee Da-kui demande malheureusement qui ils sont. Un coup de poing le frappe immédiatement au visage avec un bruit fort, Lee Da-kui émet un son de douleur étranglée. Il vole au sol à 1 mètre de l'homme, son corps fait un bruit en tombant. Lee Da-kui est indigné d'avoir eu le courage de le frapper, il tient son visage. Puis il regarde le visage inexpressif de l'homme et le reconnaît. Il pense avec surprise qu'il s'est souvenu de l'endroit où il l'avait déjà vu. Lee Da-kui se souvient que c'était l'un des gardes du corps de Lee Ning-gu qui avait été frappé par Zong-ma. Lee Da-kui dit qu'il ne sait pas où se trouve Zong-ma maintenant. Il crie et proteste tandis que ses gardes du corps lui attachent les mains et le bâillonnent. Dans la pièce voisine se trouve le personnage principal, qui a entendu un bruit à proximité. Il dit au système que, sur la base du son, quelqu'un est entré par effraction chez Lee Da-kui, il reste encore 2 minutes et demie sur la minuterie système. Le héros entend des cris étouffés derrière la porte, il se demande pourquoi Lee Da-kui crie autant. Le système lui dit de ne pas se précipiter, car beaucoup d'énergie y a été remarquée, elle invite le héros à regarder d'abord ce qui se passe. Le héros ferme les yeux et commence à se concentrer sur l'énergie spirituelle qui l'entoure. Avec sa vision surnaturelle, il voit un groupe d'hommes et un Lee Da-kui liés. Il constate qu'ils ont attrapé le gars et se dirigent vers sa chambre, ils viennent à la porte. Le héros constate avec inquiétude que le groupe s'est déjà approché de la porte de sa chambre. Il se souvient du choc subi plus tôt et estime que cela n'a pas suffi à tuer les gardes, il commence à ouvrir la porte. Sous sa poussée, la porte s'ouvre avec une grande force et frappe l'un des hommes, le rejetant. Les autres hommes l'appellent patron et lui demandent s'il va bien, le patron se tient la tête et ne répond pas. Le patron regarde sa main et voit du sang couler de son nez. Il se lève et crie après Zong-ma et lui demande avec colère s'il est aveugle. Le héros répond en plaisantant que c'est la porte qui l'a aveuglé, pas lui, et demande si l'homme va bien. Inquiet et ligoté, Lee Da-kui commence à meugler, mais est incapable d'émettre le moindre son. Le garde surpris reconnaît le gars et demande s'il s'agit de Zong-ma. L'homme crie qu'il s'agit de Zong-ma et dit aux autres de l'attraper. Le héros lève les mains et crie aux hommes d'attendre. Il s'approche de l'un d'eux et pointe son doigt dans sa direction, l'homme est confus et ne comprend pas ce qu'il essaie de faire. Le héros pointe son doigt sur l'épaule du garde, il ne se passe rien. Pendant un moment gênant, il reste silencieux et se regarde, le héros est nerveux. L'homme se met en colère et crie que le gars a décidé de jouer avec lui, il lève le poing pour frapper. Zong-ma devient encore plus nerveux et demande où est la force qu'il avait pendant la journée. Il commence à fuir ses poursuivants le long du couloir du dortoir. Le système lui explique qu'il était auparavant si fort parce que le pouvoir de Yi Sheng était instable, maintenant, il est faible au combat. Le héros demande avec mécontentement s'il était impossible d'en parler plus tôt, il court vers l'ascenseur, mais est gardé, ce qui oblige le gars à s'arrêter. Le héros pense avec inquiétude qu'il n'a désormais nulle part où fuir et qu'il est entouré d'adversaires. Zong-ma se tient dans le couloir du dortoir et regarde les bandits avec une expression sérieuse sur le visage. Leur patron déclare joyeusement que bien que Zong-ma soit assez célèbre, il a maintenant fini. Le patron propose de frapper le personnage principal puis de l'emmener chez Lee Ning-gu, où il sera tué. Lee Da-kui, lié, crie résolument au héros de s'enfuir rapidement d'ici. L'un des gardes lui crie de se taire et lui donne un coup de poing au visage. Le héros se met en colère lorsqu'il les voit battre son ami. Lee Da-kui lui dit à nouveau de s'enfuir d'ici. Les bandits commencent à donner des coups de pied au gars et lui crient de se taire. Le patron dit moqueusement que Zong-ma aimerait s'échapper, mais il est encerclé et ne peut pas. Le système indique au héros que le livre a été étudié et qu'il peut désormais en appliquer les connaissances. Le système l'avertit que son niveau de puissance est désormais plusieurs fois supérieur à celui d'une personne ordinaire et qu'il pourrait tuer des bandits s'il ne fait pas attention. Le héros se met en colère et dit que les bandits en ont fini maintenant. L'un des gardes s'avance sur Lee Da-kui, immobile. Le héros leur dit de garder leurs pieds éloignés de son ami, sinon ils mourront. Les bandits regardent Zong-ma avec perplexité, ne comprenant pas de quoi il parle. Ils commencent à se moquer de Zong-ma et disent que le héros est complètement fou. L'un des gardes dit que le moment est venu de répondre de vos propos. Il s'approche de Zong-ma et le nargue, le gars lève la main pour frapper. Le héros frappe le bandit au visage avec une force énorme et un son fort. Il n'eut même pas le temps de s'apercevoir du coup, le bandit est repoussé par la force du coup du protagoniste. Il s'éloigne du héros vers le côté opposé de la pièce. Le reste des bandits regardent avec stupéfaction leur complice, immobile sur le sol. Le héros crie qu'ils ont fini parce qu'ils sont entrés par effraction dans sa maison et ont battu son ami. Le patron crie à ses subordonnés de ne pas regarder, mais d'attaquer le gars. Ils crient ensemble que le gars a fini et l'attaque à coups de poing. Le héros commence à courir avec confiance vers les 3 grands hommes. Avec une grande rapidité, il frappe l'attaquant le plus proche, la force du coup le fait voler sur le côté. L'homme est surpris par la rapidité du personnage principal, le gars réduit instantanément la distance et attaque l'homme. L'homme crie avec peur dans la voix et demande ce que fait le personnage principal. Le héros lève la main et dit avec colère que la tête du garde est de travers et propose de la corriger. Il dit que ce garde a frappé Lee Da-kui le plus fort et l'a frappé au visage avec une grande force. La force énorme du coup du héros envoie son adversaire voler plusieurs mètres dans la direction opposée.
Le visage du gardien est mutilé, il reste immobile. Le reste des complices en sont choqués et effrayés par la force du protagoniste. Le gars demande d'un ton menaçant aux gardes pourquoi ils ne bougent pas. Il leur crie de venir s'ils veulent mourir, et sinon, de partir d'ici. Les bandits ont peur et restent immobiles lorsqu'ils entendent le personnage principal. Lidakui est allongé sur le sol et admire à quel point son ami est cool. Finalement, les bandits commencent à s'enfuir aussi vite qu'ils le peuvent, jetant leurs armes. Le patron se met en colère contre eux et crie en leur demandant pourquoi ils avaient peur d'un enfant. Il crie après le héros et dit qu'il est un homme mort, puis il met ses poings américains. Le patron crie au personnage principal qu'il ne sait pas à qui il parle, il brandit son poing vers le héros. Le boss saute sur le héros, Lidakui crie pour empêcher le héros d'être touché. Le boss frappe, mais le héros bouge la tête sur le côté et esquive facilement le coup. En utilisant les compétences d'évasion acquises, le gars passe rapidement dans le dos de son adversaire. Zongma saisit avec force le visage de son adversaire, lui faisant peur et commençant à jurer. Le héros avec une expression froide sur le visage lui dit de promettre qu'il ne reviendra plus ici. Il projette ensuite l'adversaire au sol avec une grande force. Avec un bruit fort, le patron tombe au sol, il souffre beaucoup. Le patron se lève faiblement et dit qu'il amènera encore plus de monde demain pour s'occuper du héros. Il interrompt alors sa phrase en apercevant le héros qui s'approche de lui. Le gars balance sa jambe pour frapper l'ennemi. Il donne un coup fort et bruyant à la tête de l'adversaire. Le patron s'enfuit de lui, il pense que Zongma est très fort. Le patron pense qu'il ne veut pas être son ennemi et l'admire. Lidakui est surpris par la force du héros. Après cela, l'action se déroule le lendemain matin, près du bâtiment de l'auberge. Une voiture de police arrive jusqu'au bâtiment et une fille en descend et demande si elle a appelé la police. Deux types regardent la policière avec enthousiasme et la trouvent très attirante. La jeune fille dit qu'elle est l'agent Lee et qu'elle a été affectée à cette affaire, elle a 20 ans. Lidakui continue de la regarder avec amour et lui demande s'il peut l'accompagner pour l'aider dans l'enquête. La jeune fille dit poliment que ce n'est pas nécessaire et qu'elle les contactera si le besoin s'en fait sentir. Les gars sont d'accord et invitent la fille à échanger des numéros, mais elle donne une réponse vague. Elle monte ensuite dans la voiture de police et s'éloigne du dortoir. Le héros se souvient soudain qu'il a promis à Lee Wiru d'aller à la fête avec elle et se rend compte qu'il est déjà en retard. Un peu plus tard, une voiture de police s'arrête sous un pont. Un policier sort, elle jure contre les personnes présentes et dit qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'un seul étudiant. Elle dit que si elle n'était pas arrivée à l'heure, leurs actions auraient causé des ennuis à son frère. Elle dit que c'est bien qu'il ne sache pas quelle est la sœur de Lee Ningyu. Les gardes s'excusent et disent que Zongma est très fort. Elle dit aux gardes que cela ne les concerne plus et leur dit de tout signaler à son frère. Elle pense avec détermination qu'elle va tester la force de Zongma. Après cela, les événements se déroulent dans un bâtiment luxueux où le personnage principal est venu à une fête. Il est surpris du luxe de cet endroit, son ami dit que c'est aussi sa première fois ici. Elle remercie le héros en disant qu'elle ne serait pas venue ici seule, elle espère que le gars continuera à lui tenir compagnie. Zongma est gêné et est d'accord avec ses paroles. Ils sont arrêtés par un tourniquet qui ne s'ouvre pas devant eux, ils poussent un cri. Le majordome s'approche d'eux et leur dit qu'il s'agit d'un espace VIP pour les invités spéciaux et demande des invitations. La fille est surprise et demande à nouveau, elle ne connaît rien aux cartes d'invitation. Le majordome suggère d'un ton moqueur qu'ils ont décidé de se faufiler uniquement pour voler de la nourriture et des boissons. Le héros s'indigne de cette hypothèse, le majordome dit qu'il a déjà vu de telles personnes à plusieurs reprises. Non loin de là, un jeune homme les aperçoit et reconnaît le docteur Wiru. Le gars dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent et demande si Zongma est son petit ami. Ils se moquent d'eux et traitent le héros de perdant. L'homme leur dit d'être autorisés à entrer, car ils sont incapables de faire autre chose que photographier de tels événements. Le héros se met en colère et dit que les gens comme cet homme ne voient que le statut social des autres. La jeune fille recommande de ne pas le provoquer. Le programme de l'événement commence, l'autre dit qu'il est heureux de voir tous ceux qui sont venus à la fête pour le personnel médical. Le président de la société médicale se dit heureux d'accueillir le docteur Jintai à la réunion. Il s'avère que c'est le gars qui s'est moqué du héros. Le président déclare depuis la scène que le docteur Jintai a reçu de nombreux prix. Le président demande à saluer l'invité et à écouter son discours. Le public attend que le médecin monte sur scène jusqu'à la chaire. Le visage du président change radicalement, pour une raison quelconque, il grimace de douleur. Il attrape sa poitrine et émet un petit bruit de douleur. Le héros pense que le président a mauvaise mine et a probablement des problèmes de santé. Soudain, le président tombe au sol et commence à cracher du sang. Le héros est choqué par ce qu'il voit. Le président tombe à terre sur scène et perd connaissance. Les gens se mettent à crier lorsqu'ils voient le président s'effondrer. Le président est allongé sur le sol, immobile, du sang coule de sa bouche. Le docteur Jintai calme les autres, il dit qu'il peut le sauver, il suppose que c'est une crise cardiaque qui a provoqué cette toux sanglante. Il demande qu'on lui donne un jeu d'aiguilles, et on lui en donne rapidement une. Le médecin dit d'un air suffisant que cette maladie ne lui posera aucun problème et qu'il peut tout guérir avec une seule injection. Le système se tourne vers le héros et dit que le président est aussi un pratiquant, mais qu'il utilise la mauvaise technique. Le héros est surpris. Le système dit qu'il ne s'agissait pas du tout d'une crise cardiaque, mais d'une fuite d'énergie spirituelle, qui à son tour a provoqué un stress sur le corps.
Le système dit que cette crise cardiaque a été causée par une technique incorrecte. Le vieil homme ne vivra alors même pas 3 heures, elle dit au héros d'arrêter le médecin. Le héros, avec une expression confiante sur le visage, dit haut et fort au médecin d'attendre. Le héros dit qu'il ne s'agissait pas d'une crise cardiaque ordinaire et que la poursuite du traitement tuerait le patient. Le médecin remarque le gars, il le reconnaît et répond sombrement s'il a décidé de le harceler à nouveau. Les gens autour de lui rient dans le dos du personnage principal, ils sont sûrs qu'il est complètement idiot s'il doute du traitement réservé à Jintai. Le médecin dit aux gardes d'emmener le personnage principal, car cela pourrait entraîner des problèmes pour la vie du président. Il dit que si son traitement ne fonctionne pas, il arrêtera de pratiquer la médecine et donnera l'acupuncture au président. Le président s'est immédiatement réveillé et le public l'a remarqué. Mais ensuite il a continué à cracher du sang, comme auparavant. Son entourage panique car l'état du président s'est encore aggravé. Le médecin est surpris et ne comprend pas pourquoi le traitement n'a pas aidé si tous les symptômes indiquaient une crise cardiaque. Le personnage principal parle fort pour passer au président. Le système indique au héros qu'il dispose de très peu de temps tant que le président est en vie. Le système dit à Zongma de concentrer l'énergie spirituelle dans ses yeux et de voir le point d'acupuncture. Le héros ferme les yeux et commence à se concentrer. Le système lui dit d'utiliser une aiguille pour fermer le point souhaité puis de fermer la frontière spirituelle située sur le cou. Le héros avec une expression concentrée sur son visage commence le traitement. Le héros commence à se plaindre au système que cette technique est trop compliquée. Le système dit qu'il n'y a pas lieu de paniquer et que nous devons nous dépêcher pour lui sauver la vie. Le héros fait une injection. Après cela, le président ouvre les yeux et regarde le personnage principal, il sourit. Le public se réjouit que le président se soit enfin réveillé. Le héros sourit, le public est ravi et dit qu'il est incroyable et qu'il a pu guérir une personne si facilement. Le public commence alors à se moquer du médecin, le traitant de charlatan, il se met en colère en entendant cela. Le président remercie le gars et lui demande comment il a pu le sauver, le héros répond modestement qu'il a simplement vu que le président était en danger. Le président invite le gars à monter à l'étage pour qu'il puisse le remercier, le héros est d'accord. Le gars s'approche de son ami et lui dit de commencer pendant qu'il discute avec le président. Elle dit qu'elle avait peur et qu'elle ne savait pas qu'il était si doué en médecine. Le héros entre dans l'ascenseur et lui dit de rentrer chez elle et de faire attention, il lui fait un signe de la main et sourit. La jeune fille lui dit de ne pas s'inquiéter, la porte de l'ascenseur se ferme. Le médecin demande à la jeune fille d'extraire toutes les informations sur Zongma, puis de le tuer s'il n'a pas de client. Après cela, le héros se retrouve dans une pièce luxueusement meublée, où le président l'a invité. Il remercie encore le gars de l'avoir sauvé et demande quel est son nom. Le gars répond qu'il n'est pas nécessaire d'être aussi poli et qu'il s'appelle Zongma. Le président dit que les gens qui peuvent guérir sa maladie sont rares et demande au gars s'il est un pratiquant. Il répond qu'il n'est pas un pratiquant et qu'il connaît juste un peu la médecine. Le président dit que Zongma est très humble et dit qu'il a un cadeau pour lui. Une jeune fille entre dans la pièce et ouvre une caisse remplie à ras-bord de billets de banque. Le héros a l'air abasourdi par l'énorme somme d'argent avec une expression surprise sur le visage. Le héros est choqué, il pense que le président est très généreux et qu'il n'a jamais vu autant d'argent. Le gars pense nerveusement qu'il ne peut pas se déshonorer et qu'il doit faire preuve d'estime de soi. Il clôt le dossier et dit que le président est trop généreux et qu'il ne peut pas accepter un tel cadeau. En réponse à cela, le président rit et dit que le gars a un bon sens de l'humour. Après cela, les événements se déroulent à nouveau à l'entrée du bâtiment où s'est déroulée la réunion médicale. Une voiture chère arrive là-haut et s'arrête à l'entrée du bâtiment. La porte s'ouvre et une jeune fille en sort. Il s'agit de Gao Meizi, la petite fille du président, elle a 20 ans. Les hommes à proximité la regardent avec fascination et commentent « Elle est si belle ». Le médecin s'approche d'elle et lui dit que son grand-père va bien et qu'elle n'aurait pas dû venir. La jeune fille l'ignore et se dirige vers l'ascenseur, le docteur se tourne à nouveau vers elle. Elle ne dit rien et le médecin décide d'appeler l'ascenseur pour elle et appuie sur le bouton. Elle entre dans la chambre richement meublée du président. Le personnage principal et le président sont assis à table, le président invite le gars à le rejoindre un moment, il est d'accord. La petite fille du président entre en courant dans la pièce, elle pleure et demande si son grand-père va bien et dit qu'il lui a fait très peur. Le président sourit et dit qu'il va tout à fait bien et que tout cela est dû au gars et à ses compétences médicales. La jeune fille remarque qu'il est un simple étudiant, le président dit qu'elle est injuste envers lui et qu'il lui a sauvé la vie. Un médecin entre dans la pièce et dit que le président doit faire attention, car Zongma ne connaît rien à la médecine et pourrait lui faire du mal. Le héros note sarcastiquement que celui qui a nui à la santé du président était le médecin lui-même. Le médecin commence à se mettre en colère, il pense qu'il pourra reconquérir lorsque son peuple trouvera des informations sur Zongma. À ce moment, une jeune fille vient chez le médecin et s'adresse à lui. Elle arrive et commence à lui murmurer quelque chose à l'oreille pendant un moment. Rempli de confiance, le médecin propose au héros un concours de compétences médicales. S'il gagne, le héros recevra 10 millions de yuan, et s'il perd, il perdra ses deux mains. Le médecin pense que son équipe a découvert que Zongma est un étudiant ordinaire, il jubile. Le président intervient et commence à dire avec indignation que le gars lui a sauvé la vie et que le médecin ne devrait pas le critiquer. Le héros, d'un air suffisant, dit qu'il accepte ses conditions et qu'il va récupérer cet argent.
Le système demande pourquoi il a accepté l'offre et dit qu'il ne pourra pas l'aider s'il perd. Le héros demande sombrement pourquoi ils ne lui ont pas dit avant. Le médecin dit que Madame Gao souffre d'une maladie rare. Si le héros parvient à guérir sa maladie, il reconnaîtra la victoire de Zongma. La jeune fille est gênée et demande ce que le médecin vient de dire. Elle rougit et se sent mal à l'aise lorsqu'elle entend parler des termes du concours. Le médecin explique que Maïsi, bien que n'étant pas une enfant, n'a toujours aucun contrôle sur sa miction. La jeune fille elle-même est gênée, elle est visiblement très mal à l'aise lorsque sa maladie est évoquée publiquement. Le médecin continue de dire qu'elle fait parfois pipi pendant les cours de gym. Il rit et dit qu'elle a encore des problèmes enfantins, même si elle est mignonne. La fille est gênée, rougit et se met à pleurer. L'action se poursuit dans le même bâtiment. Le président dit qu'il voulait interroger Zongma à ce sujet, mais qu'il était timide. La jeune fille est indignée et dit qu'elle ne lui permettra pas de faire cela. Le héros la calme et lui dit qu'il n'y a rien de mal à cela. Il demande secrètement au système si la maladie peut être guérie. Il est surpris de ne pas voir l'interface système à proximité, il demande bêtement où elle est. Le président dit qu'il demande de l'aide pour sa petite fille, le héros accepte maladroitement. Il commence à devenir nerveux à l'idée que le système ait disparu à un moment aussi important. Le médecin dit avec moquerie que même son mentor n'a pas pu guérir cette maladie et demande si le personnage principal peut le faire. Le héros dit au président qu'il a besoin d'un endroit calme et paisible, sans étrangers. Le président montre les escaliers et dit qu'il y a des chambres libres au sommet. Il dit à sa petite fille de l'accompagner pour qu'il puisse la guérir, elle est surprise. La fille menace le gars de blessure s'il pense faire quelque chose d'inapproprié. Elle commence à monter les escaliers et dit au héros de la suivre. Le héros est nerveux et pense qu'il doit gagner du temps jusqu'au retour du système. Il pense que le système devrait revenir le plus tôt possible, car il ne tiendra pas longtemps avec une telle femme. Il se lève et entre dans une pièce bien aménagée avec un grand lit. La jeune fille dit d'un ton menaçant que s'il décide de faire quelque chose d'indécent, elle prendra soin de lui. Elle serre le poing avec force, démontrant ce qu'elle va lui faire. Le héros est effrayé et nerveux et répond avec un rire maladroit qu'il ne fera rien d'indécent. Il dit à Madame Gao de s'allonger sur le lit pour commencer le traitement. Elle enlève ses chaussures, lui demande à nouveau et s'allonge sur le lit. La fille s'allonge dans une position de séduction et demande si c'est ainsi qu'elle a besoin de s'allonger. Le héros est gêné et lui dit de s'allonger et de ne pas bouger. Le héros se met en colère et pense que le système est peut-être en panne et le qualifie de poubelle inutile. À ce moment, un système apparaît qui le gronde pour avoir traité cela d'ordure et choque le héros. À cause du choc électrique, il perd l'équilibre et tombe sur la jeune fille. Il lui frappe le ventre avec son front, provoquant une scène gênante. Le héros s'excuse maladroitement et dit qu'il a trébuché et qu'il est maintenant prêt à commencer le traitement. Il est heureux que le système soit revenu. Le héros s'excuse auprès du système et demande ce qu'il doit faire. Elle répond que la miction peut avoir de nombreuses causes et suggère d'utiliser la vision pour en déterminer la cause. Le héros accepte et se concentre résolument sur sa vision surnaturelle. Il regarde le corps de la jeune fille et voit une lueur rouge dans le bas de son ventre. Il note que ce pouvoir affecte tout son corps. Le système indique que ce sont les symptômes d'un incendie. Elle suggère d'utiliser l'acupuncture et le massage pour le traitement. Le héros demande à la jeune fille de se déshabiller pour le traitement. La jeune fille devient encore plus gênée et demande au héros ce qu'il va faire. Dans la pièce du dessous, le médecin dit au président que le traitement dure depuis plusieurs heures et que Zongma le trompe probablement. Le président répond qu'il faudrait attendre encore un peu. Il réfléchit à la façon dont il croit en Zongma et veut vraiment qu'il ne le laisse pas tomber. Le médecin est assis avec un sourire suffisant, il pense que Zongma ne pourra certainement pas gagner la dispute. Les soupirs d'une jeune fille peuvent être entendus depuis la pièce à l'étage où se déroule le traitement. Elle regarde le personnage principal et gémit lorsqu'il effectue une procédure de guérison. Le héros la regarde nerveusement et ne dit rien. Le héros demande au système si cela va vraiment aider la fille à résoudre son problème. Le système lui dit de se calmer et de se détendre car il ne reste qu'une demi-heure. Le système lui dit de se concentrer et d'écouter attentivement, le héros est d'accord. Le système explique que le gars doit trouver un point dans le corps de la fille appelé QI. Le système lui demande de faire 3 injections et de commencer le massage d'acupuncture. Le héros insère des aiguilles dans le corps de la jeune fille, il voit une lueur rougeâtre commencer à venir de cet endroit. Le système dit que c'est bon car l'énergie a maintenant commencé à s'écouler, la fille expire et gémit. Finalement, le héros se lève et dit avec un sourire qu'il a terminé la procédure et que maintenant la fille est en parfaite santé. Puis on frappe fort à la porte de leur chambre, le président ouvre la porte et entre dans la salle, il demande comment tout se passe. Le héros sourit et dit qu'il a déjà terminé le traitement et que tout s'est bien passé. La jeune fille est satisfaite de la procédure, elle ne s'attendait pas à ce qu'il devienne un maître et estime qu'elle devrait s'approprier le gars. La jeune fille dit à son grand-père qu'elle pense que sa maladie est désormais guérie. Elle dit que Zongma peut vraiment guérir cela, le président est surpris et ravi. La fille regarde le gars et le remercie pour la procédure. Le héros est modeste et dit que cette maladie est facile à guérir et qu'elle ne mérite pas une telle gratitude. Le médecin, avec une expression maussade sur le visage, prend la main de la jeune fille et commence à vérifier son pouls pour voir si elle dit la vérité. Le médecin devient convaincu que cela est vrai et que Zongma a effectivement pu la guérir,
il est extrêmement surpris et ne comprend pas comment le gars a réussi à faire ça. Zhong Ma s'approche du médecin et lui demande joyeusement si leur accord est toujours valable. Le héros dit que cette maladie est très mineure et que l'argent n'est donc pas très important. Le docteur se met en colère et dit qu'il respecte toujours ses conditions contractuelles. Le médecin quitte la pièce et dit à Zhong Ma d'attendre un peu, le héros se réjouit d'être désormais riche. L'action se déroule ensuite un peu plus tard, en ville, le héros conduit une voiture. Le gars remercie la fille d'avoir accepté de le conduire. Elle répond modestement qu'elle devrait le remercier pour le traitement. Le héros se réjouit et pense qu'il n'avait aucune idée à quel point il est facile de gagner de l'argent, il décide de demander à son ami pourquoi le dépenser. Le système prévient soudain le héros qu'une puissante énergie s'approche de lui. Une traînée lumineuse bleue est visible dans le ciel, le héros, perplexe, demande au système de quoi il s'agit. Ils lui disent que ce n'est pas quelque chose de son monde et qu'il devrait aller le voir. Le héros est surpris lorsqu'il apprend que ce phénomène ne vient pas du monde des mortels. Le flux d'énergie orange que le personnage principal a remarqué s'envole vers les arbres. Ils volent dans les arbres et brisent leurs troncs avec un craquement sonore. Un nuage de fumée est visible sur le lieu de l'impact, derrière lequel rien d'autre n'est visible. Sous l'impact et le bruit, les oiseaux s'envolent en criant. Le héros a l'air effrayé dans la direction où la charge d'énergie a volé. La jeune fille demande à Zhong Ma pourquoi ils ont arrêté la voiture ici. Elle regarde au loin, mais est aperçue par des nuages de fumée. Elle demande où regarde le personnage principal. Le gars demande au système pourquoi la fille ne voit pas la fumée. Le système répond que tout le monde ne peut pas le voir. Le système avertit le gars que cela peut être trop dangereux là-bas et suggère de laisser la fille ici. Le héros accepte la proposition du système et décide de persuader la jeune fille de rester. Il dit maladroitement qu'il s'est souvenu qu'il a un parent qui a besoin de recevoir une visite et dit à la fille de partir. Elle ne comprend pas ce qui se passe, le héros lui dit au revoir et s'enfuit vers la fumée. La fille pense que le gars se comporte mystérieusement, mais elle est sûre que tôt ou tard il lui appartiendra. Le gars s'écarte du chemin et entre dans la forêt à la recherche d'une source d'énergie. Il dit que la météorite devrait être en avant en fonction de la direction de la fumée. Le héros arrive au bon endroit et informe le système qu'il est arrivé. Il leur dit d'aller jeter un œil et se dirige vers la zone en fumée. Le héros dit qu'il ne voit rien, on ne voit rien dans le nuage de fumée. Le héros voit une gemme rouge à l'épicentre de l'explosion, il est surpris et demande ce que c'est. Le héros le prend dans sa main et suppose que ce doit être un trésor. Le système dit qu'il n'est pas sûr de ce qu'est cet objet et propose au héros de le donner pour analyse, il jette la gemme dans la fenêtre système. Le système démarre une minuterie et indique que l'analyse nécessite 7h38, elle remarque qu'il y a d'autres cristaux à proximité. Le héros décide de chercher d'autres pierres précieuses et tombe au sol. Il est surpris et remarque quelque chose non loin de l'endroit où est tombée la première pierre précieuse. Il trouve un objet vert et dit au système qu'il y a autre chose ici. Il regarde l'objet sous différents angles et demande de quoi il s'agit. Le système dit s'être souvenu qu'il s'agit d'un cristal violet or, si vous le nettoyez, vous pouvez créer un espace portable. Le héros est surpris et demande au système ce qu'est un espace portable. Le système explique au gars que les immortels, étant dans le monde des mortels, utilisent de nombreux outils. Et comme ils ont besoin de stockage, ils utilisent l'espace portable comme moyen de téléportation. Le héros est ravi de l'idée de la téléportation, à l'image de ses personnages d'anime préférés. Le système dit qu'il s'agit d'une compétence de base et qu'il ne pourra pas contrôler le point de mouvement. Le héros s'indigne de la raison pour laquelle elle parle d'une capacité qu'il ne peut pas utiliser efficacement. Le système répond que s'il augmente son niveau de cultivation, il pourra contrôler la téléportation. Soudain, le système montre des signes de surprise, ce qui attire l'attention du héros. Le système dit au héros de s'enfuir de là. Le héros demande ce qui s'est passé. Un courant de vent et de puissance se rassemble autour du héros. Le gars est surpris et commente que l'aura très puissante de quelqu'un se fait sentir ici. Un homme apparaît soudain sur un arbre devant lui. Cette personne est un pratiquant nommé Lutang, il dit au héros de lui donner le cristal qu'il a trouvé. Le héros feint la perplexité et la surprise et dit à l'homme qu'il n'a rien. Le système dit qu'il a oublié de dire que les cristaux attireront d'autres cultivateurs et lui dit de courir car il n'est pas l'adversaire de cet homme. Le héros rassure le système et dit qu'il a un plan pour cela. L'action se poursuit dans la forêt, à l'endroit où est tombée une météorite remplie d'énergie spirituelle. Le cultivateur se tient sur une branche d'arbre au-dessus du personnage principal et demande si le héros n'a pas entendu le nom de Lutang. Le héros dit que Lutang est beau et fort et lui demande de quitter le trésor. Lutang dit qu'il a raison, mais le trésor devra quand même être donné. Il saute de l'arbre et dit qu'il est le plus beau voleur de ces régions et qu'il couvre les villes dans un rayon de 10 000 à la ronde. Lutang saute et atterrit devant le héros. Il lui dit de remettre le cristal, sinon Lutang le fera exploser en morceaux. Le personnage principal a peur et regarde Lutang, mais ne dit rien. Il s'approche du héros, rit et dit qu'il était probablement mort de peur. Lutang dit au héros de ne pas avoir peur et qu'il est un très bon voleur. Le héros, avec une expression effrayée sur le visage, dit à Lutang de ne pas être trop heureux parce que quelqu'un vient ici. Lutang se retourne brusquement et demande qui veut prendre ses trésors. À ce moment, le héros s'échappe, Lutang jure quand il voit que le gars a disparu. Il se met en colère contre le héros et crie, indigné d'avoir osé le tromper. Lutang regarde le héros, au loin,
Il court aussi vite qu'il peut pour s'éloigner de lui. Lutan n'est pas satisfait et dit que le personnage principal est toujours un trompeur. Il se met à courir après le gars et lui crie de s'arrêter et de se laisser tuer. Le système indique que Lutan les a rattrapés et conseille au héros d'être prudent. Lutan se balance pour frapper le héros. Il frappe, mais le personnage principal esquive et le coup touche le sol, brisant la pierre en fragments. Lutan se met en colère et pense que le héros ne devrait même pas essayer de lui échapper. Il donne un nouveau coup de pied, mais le héros esquive à nouveau adroitement et s'échappe de dessous lui. Le héros pense avec inquiétude que son adversaire est très rapide. Lutan demande d'un air suffisant où le héros envisage de se cacher maintenant. Le système crie vivement au héros de prendre soin de lui. Lutan balance rapidement et avec force sa jambe vers le personnage principal et lui crie dessus. Son coup de poing rate, le héros n'est pas là, il a disparu quelque part. Lutan regarde l'espace vide devant lui avec perplexité. Lutan demande où est allé le gars, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Le personnage principal expire bruyamment de soulagement lorsqu'il parvient à échapper à l'ennemi. Il se tient dans l'espace bleu, il se plaint avec mécontentement d'avoir failli mourir sous le coup d'un ennemi. Le héros dit qu'il a calculé le temps de purification, il dit qu'il pourra profiter de sa nouvelle capacité plus tard. Le héros dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on puisse se cacher dans un tel endroit, le système dit que les gens ne peuvent pas rester ici longtemps. Lutan demande nerveusement comment le gars a pu disparaître si facilement et s'il était réellement un maître. Le héros se retrouve derrière son adversaire et se cache derrière un arbre, il est désemparé car le héros a soudainement disparu, le héros pense qu'il peut désormais punir l'ennemi en utilisant la téléportation. Lutan se met en colère et crie, demandant qui a osé voler sa propriété. Il remarque quelque chose à proximité et prend peur, mais il n'y a personne. Il crie et se plaint que le héros ait osé le tromper. Il se retourne et aperçoit au loin le héros qui s'enfuit le plus vite possible. Lutan demande ce qui se passe, il devient nerveux et jure. L'action se poursuit dans la même forêt où se déroule la confrontation entre le protagoniste et Lutan. Lutan regarde autour de lui et réfléchit à la façon dont le héros a réussi à s'échapper, il se retourne nerveusement. Le héros apparaît par derrière et dit qu'il a promis de jouer avec Lutan. Le héros lance une brique sur l'ennemi et celui-ci se retourne, ne croyant pas que le héros est déjà derrière lui. Le personnage principal frappe son adversaire au visage avec une brique, il y a un fort bruit d'impact. Le héros dit qu'on ne peut pas prendre les affaires des autres et provoquer des scandales, Lutan se tord de douleur. Le héros dit moqueusement que le beau visage de Lutan se transforme en un œuf fêlé. Cela met l'homme en colère, il crie qu'il va se battre et lève le poing. Lutan frappe, mais rate le gars qui a réussi à utiliser la téléportation, au lieu de cela, la frappe les airs. Lutan est à nouveau surpris de voir comment le héros a réussi à disparaître et à esquiver son coup. Soudain, le héros apparaît derrière lui, ce qui effraie Lutan, le héros dit qu'il a déjà dit plus tôt qu'il jouerait avec lui. Lutan crie alors que le héros le met soudainement à genoux entre ses jambes. Le visage de Lutan se tord de douleur, il hurle à cause du coup qu'il a reçu. Le héros attrape l'ennemi par les cheveux et lui dit froidement qu'il lui donnera des conseils gratuits. Il commence à faire tourner l'ennemi et dit qu'il doit faire quelque chose avant de voler les trésors des autres. Il jette l'ennemi à terre et lui dit de ne pas penser à partir en toute impunité dans cette affaire. Lutan dit qu'il a réalisé ses erreurs et demande au personnage principal de le laisser partir. Le héros, avec de la colère dans la voix, dit à Lutan de se perdre et qu'il ne veut plus le voir. Lutan sourit et dit sournoisement que maintenant quelque chose va changer. Le système avertit le héros que son adversaire semble préparer quelque chose. Le héros regarde son adversaire commencer à respirer fort et à reprendre des forces. Lutan crie et ses vêtements sont soudainement déchirés. Le héros est surpris que son adversaire se soit transformé, il a maintenant l'air gonflé et se tient devant le héros avec confiance. Lutan dit que le personnage principal est suffisamment capable pour devoir révéler son atout. Il se met en colère et lève le poing pour frapper, il crie qu'il va envoyer le gars en enfer aujourd'hui. Soudain, Lutan commence à disparaître, vous pouvez voir la confusion sur son visage face à ce qui se passe. Le héros regarde l'entonnoir bleu avaler son adversaire et fondre dans les airs. Il demande au système s'il peut téléporter d'autres personnes, le système répond que c'est exactement ce qu'il a fait et a envoyé l'ennemi dans un endroit aléatoire. Lutan se retrouve au milieu d'un désert, il ne comprend pas ce qui s'est passé et demande avec perplexité comment il s'est retrouvé ici. Le héros rit et dit qu'il espère que Lutan finira dans un endroit où il apprendra à être une bonne personne. Le système avertit le héros et lui dit que quelqu'un est à nouveau derrière lui. Il s'avère que c'est Lujou, un autre pratiquant, qui exige que le trésor lui soit donné, c'est le frère de Lutan. Le héros commence à rire et dit qu'il a achevé un frère et qu'un autre est venu le chercher. L'homme est surpris que son frère soit venu ici sans avertissement et dit qu'il n'y a aucun moyen pour le héros de vaincre son frère. Le héros lui dit d'interroger lui-même son frère et utilise la téléportation sur l'ennemi. Son frère tombe du ciel sur Lutan en criant. Il tombe au sol avec un bruit fort, créant des nuages de poussière. Lutan demande pourquoi son frère est ici, il dit que ce n'est pas la chose la plus importante en ce moment et qu'il a une question. Il demande pourquoi Lutan est venu ici sans prévenir son frère, il répond qu'il s'inquiétait pour la sécurité de son frère, ils se disputent entre eux. Après cela, les événements ont lieu dans la ville, à côté d'un bâtiment hôtelier à plusieurs étages. Le héros marche dans la rue et se plaint au système d'être très fatigué,
on lui dit que c'est parce qu'en se téléportant, il dépense sa propre énergie. Le système dit qu'il doit faire attention à son corps, car la téléportation consomme beaucoup d'énergie. Le héros note qu'il ne pourra plus utiliser la téléportation pendant un certain temps. Le héros remarque quelque chose dans la rue et y prête attention, il regarde au coin du bâtiment. Il y a une fille allongée par terre qui crie pour qu'on ne l'approche pas. 3 hommes se tiennent devant elle, riant et disant qu'ils vont jouer avec la fille. La jeune fille prend un bâton et lui dit de ne pas s'approcher, elle a 27 ans et est professeure d'université. Les 3 hommes disent qu'elle est très têtue, rient et se rapprochent. Soudain, le héros s'approche d'eux et prend l'un des hommes par l'épaule avec la main, il s'excuse poliment. Il demande s'il peut les rejoindre, l'un des hommes est surpris de le voir. Un court laps de temps s'écoule après cela. Le héros a battu les bandits et se retrouve désormais seul dans la ruelle, il respire fort et lourdement. Il est épuisé et pense avoir dépensé trop d'énergie à se téléporter à plusieurs reprises. La jeune fille se tient avec un bâton et est prête à se défendre, elle demande d'un ton menaçant ce que veut le héros, il pense qu'il vient de la sauver. Il sourit et lui dit de ne pas jurer, puisqu'il a déjà tué les bandits. Il commence à expliquer pourquoi il est venu et fait un pas, mais bute sur le corps d'un des bandits. Le héros perd l'équilibre et commence à tomber sur la fille. Lorsqu'il tombe, il atterrit face la première sur la jeune fille et la jette au sol avec lui. La jeune fille le gifle tandis que le héros tente en vain de lui expliquer que ce n'est qu'un accident. Le héros crie qu'il l'a sauvée et qu'il est tombé sur elle par accident après cela. La jeune fille tombe par terre, le héros pense qu'elle a eu trop peur et qu'elle a perdu connaissance. Le système note qu'il y a une aura sombre autour d'elle, ce qui indique un empoisonnement, elle propose d'emmener la fille en sécurité. Après cela, ils arrivent dans un hôtel à proximité. Le héros pense avec satisfaction qu'un tel salut augmente ses chances, le système est indigné par ses pensées. L'administrateur dit qu'il ne reste plus de chambres ordinaires, seulement de grandes. Le héros reçoit la clé de l'équipe numéro 105, l'administrateur dit qu'on ne peut pas boire ici après minuit. Ils entrent dans la pièce indiquée, un peu plus tard, des soupirs et des gémissements se font entendre. C'est le personnage principal qui gémit, il en a assez de porter la fille et se plaint qu'elle soit si lourde. Le système dit que le gars doit améliorer son corps s'il ne veut pas être dans un état tel que celui du président, elle dit au héros de retrouver son énergie et de commencer à guérir la jeune fille. À ce moment, une voiture apparaît à côté de l'hôtel, la fille à l'intérieur dit au téléphone qu'elle est déjà là. Elle sort de la voiture et dit que Zongma ne pourra plus la quitter. La fille dit qu'elle montrera au gars les compétences de Li Wanyu. Dans la 105e équipe, le héros s'amuse avec une fille. Elle s'allonge et gémit sur le lit, grâce à sa vision spirituelle, le héros voit des flots d'aura violette s'enrouler autour du corps de la jeune fille. Le système dit qu'avec un empoisonnement aussi grave, les compétences de guérison ordinaires n'aideront pas. Le système dit qu'il n'y a qu'une seule façon de la guérir, le héros rougit lorsqu'il suggère que la méthode de traitement est obscène. Un étage dans l'un des motels bon marché, des cris peuvent être entendus derrière la porte 115, le gars est indigné par la proposition du système. La fenêtre système est devant le visage de Zong, elle continue d'expliquer au gars qu'il existe en fait un autre moyen de ralentir les symptômes de la maladie et de réduire la fièvre de la fille. Zong attrape sa tête et regarde vers la salle de bain, il devine à quoi le système fait allusion. Un instant plus tard, le gars avait tout préparé et rempli la baignoire de glace et d'eau très froide, après cela, il a placé la fille, elle ne s'est toujours pas réveillée. Le gars rougit devant la fille, il demande au système ce qu'il doit faire ensuite. Il y a une fille aux cheveux roux debout derrière Zong, avec un ricanement, elle lui demande s'il se souvient d'elle, les yeux du gars s'écarquillèrent de surprise, il ne décida pas immédiatement de se retourner. La fille sourit tout en continuant à regarder le dos du gars. Tombé au sol et couvert de sueur, il demande à nouveau comment la jeune fille est entrée dans la pièce, la fenêtre système surveillait silencieusement la situation. La fenêtre du système commence à expliquer qu'elle n'a pas immédiatement remarqué sa force et que les compétences de la fille ont déjà atteint le 100e niveau. Dans la pièce voisine, un type rougissant essaie d'offrir quelque chose de sympa à la fille, debout face au gars, dit que c'est dégoûtant pour elle. À ce moment, un objet étrange traverse le mur, le couple regarde ce qui se passe avec perplexité. Debout près du mur, Zong s'essuie le nez, son visage était en colère contre les actions de la fille aux cheveux roux, le couple se cache sur l'un des fragments du mur. Une jeune fille aux cheveux roux se tient dans un trou dans le mur, elle attendait plus de lui, pensant que ce type était en fait un pratiquant. Le gars baisse la tête et essaie d'élaborer un plan, il se tourne vers le système avec la question de savoir ce qu'il doit faire ensuite, car le pouvoir spirituel de l'homme est terminé. Le système regarde Zong bouleversé, elle explique que la fille aux cheveux roux est 20 fois plus forte que le mec et qu'il ne peut pas y faire face. Une main attrape la veste du gars, désespéré, Zong demande à plusieurs reprises ce qu'il doit faire. La fille aux cheveux roux élève le gars au niveau de sa tête et le regarde attentivement, elle explique avec colère que sa famille n'est pas quelqu'un qui peut être facilement provoqué. Un gars au visage effrayé demande grâce à la fille, la qualifiant de belle et de talentueuse. La jeune fille tient toujours la veste de Zong et se tient au-dessus de lui, le gars se souvient de la pierre récemment trouvée, il demande au système de quel type de pierre il s'agissait, la fenêtre système explique qu'il s'agit d'une pierre immortelle ordinaire de la déesse Nuwa.
La jeune fille aux cheveux roux décide de mettre fin à cette performance, en supposant que le mec ne veut pas abandonner. Lee jette le gars contre le mur de toutes ses forces, le faisant se briser, tout comme les précédents. Elle ajoute qu'elle lui a donné une chance de reprendre ses esprits. En tendant les mains, la jeune fille réfléchit qu'après son attaque, le gars a probablement survécu et s'est très probablement envolé directement en enfer. Zong, brillant de flammes bleues, retourne dans le même trou. Il note que même si la jeune fille est policière, elle devra quand même payer pour la destruction de la pièce. Lee regarde dans l'autre direction, effrayée. En rougissant, elle tourne la tête, ne comprenant pas pourquoi le type n'est toujours pas mort. Le gars regarde sérieusement la fille rousse. La fenêtre du système indique que cette pierre a non seulement donné de la force au corps, mais a également créé un bouclier autour de tout le corps. Lee, ne voulant pas répondre, donne un coup de pied au gars à la tête de toutes ses forces. Zong parvient à bloquer le coup de la jeune fille. Le gars, souriant, regarde la fille rousse. Il ajoute que son apparence ne correspond pas du tout à son comportement. Lee frappe à nouveau le gars de toutes ses forces. Jun parvient à esquiver et le coup touche un autre mur. La jeune fille a continué à attaquer avec une série de coups, encore une fois, visant le visage du gars. Il donne un coup de pied, mais Jun esquive cette fois aussi. Lee, rougissante, s'indigne que le gars n'ait pas le droit de se soustraire, car à son avis, ce n'est pas juste. Après cela, la fille balance à nouveau la main, mais le gars esquive cette fois aussi, le coup secoue l'air. Jun saute derrière la fille et d'un léger mouvement de la main la frappe à l'arrière de la tête. Après cela, la jeune fille aux cheveux roux tombe au sol, épuisée. En rougissant, elle ne comprend toujours pas ce qui se passe, traitant Zong d'idiot. Le gars, en rougissant, parvient à attraper la fille en la tenant par la taille et par l'épaule. Le corps de la jeune fille gisait épuisé. Zong ajoute qu'il est très occupé en ce moment et qu'il ne peut pas jouer avec lui aussi longtemps. Zong regarde la baignoire où gisait toujours la jeune fille sauvée. Elle était toujours inconsciente. Déposé l'officier Lee, le gars ajoute qu'il essaie toujours de sauver la fille, mais il en a été empêché. Le cadre change à nouveau pour la même porte de la chambre 115. La baignoire dans laquelle la jeune fille se trouvait auparavant est devenue noire. Zong le remarque également. Il ne comprend pas pourquoi il en est ainsi. La fenêtre du système explique que cela n'a pas aidé la fille à guérir complètement et qu'elle a encore besoin d'un antidote, mais qu'elle a maintenant le temps. La jeune fille est toujours inconsciente dans la baignoire pleine de glace. Zong, tenant la poignée de la porte, demande quels ingrédients il doit trouver. La fenêtre du système demande au gars de se calmer et de l'écouter. Le système regarde Zong avec colère. Elle explique au gars que ce ne sont pas des ingrédients simples et qu'ils ne peuvent pas être trouvés si facilement, mais maintenant, ils ont le temps de tout retrouver d'ici un mois et la jeune fille sera alors complètement guérie. Le gars regarde avec colère la fenêtre du système. Il demande à s'expliquer tout de suite la prochaine fois, car il est très excité. La porte de la chambre de Zong s'ouvre. Le gars décide à ce moment-là de mettre la fille sur le lit, car ce n'est pas bien de la garder dans une baignoire pleine de glace. Une fille entre dans la pièce, regardant Zong. Elle précise qu'il veut serrer dans ses bras maintenant. Le gars regarde la fille avec perplexité. La fille se tient dans l'allée et fait un clin d'œil au gars. Elle rayonne de confiance. Le gars rougit profondément en regardant dans l'autre direction. Il se demande ce que la fille fait ici. Mei, lissant ses cheveux luxueux, ajoute qu'elle voulait rencontrer Zong et que pour elle, trouver quelqu'un n'est pas si difficile. La jeune fille tourne son attention vers le lit. Elle reste perplexe. L'agent Lee et une fille recouverte d'une serviette étaient allongées sur le lit. Mei demande avec indignation ce que Zong fait ici avec ses deux filles. Perdu face à elle, Mei demande s'il s'agit vraiment d'un autre patient de ce type. Dérouté, le gars tente de justifier ce qui s'est passé. En balbutiant, il explique qu'il soigne une fille et que l'autre a tout simplement rencontré des problèmes. En rougissant, la jeune fille se détourne du mec, mais n'est pas très satisfaite de ce qu'elle a vu, ajoutant qu'elle est venue pour une raison et qu'elle ne voulait pas voir deux filles sur le lit de Jun. Avec un visage sérieux, Zong demande à Mei pourquoi la fille le cherchait. La jeune fille, toujours timide, essaie de dire à quoi elle pense maintenant. Mei, regardant Zong dans les yeux, lui demande de devenir son assistant et de lui prodiguer des massages thérapeutiques tous les jours. Le gars la regarde d'un air interrogateur. Tout aussi confus, il explique qu'il ne pourra pas venir tous les jours, car il a école. Mais, plaçant ses mains sur sa ceinture, ajoute qu'elle ne s'était jamais intéressée à de telles choses auparavant et qu'elle n'avait jamais demandé à personne de l'aider. Des voix se font entendre devant la porte de l'appartement. C'était la police qui fouillait chaque appartement. Le système explique au gars que la police est arrivée et qu'elle fouille les appartements à la recherche de l'officier Lee. Le gars comprend qu'il devrait partir. Zong, se tournant vers la fille, lui explique qu'il doit retourner à l'école. La fille propose de laisser tomber le gars. Il y a une luxueuse voiture rouge à l'entrée de l'hôtel. Il y a deux gardes debout à la porte avec une énorme pile d'argent. Après avoir pris congé, l'un des agents informe mais qu'ils ont tout fait et tout envoyé à l'école. La jeune fille rappelle à Zong avec un sourire qu'il a gagné 1 milliard du docteur Jing et qu'elle ordonnera à son peuple de mettre tout l'argent dans la machine, sinon, elle partira et la laissera dans la rue avec cet énorme tas. Zong, avec un visage sérieux, remercie la fille pour une si grosse somme.
mais il ne demande rien en retour, demandant à la fille de partir sans lui. La fille quitte brusquement le gars, ajoutant qu'elle ne s'arrêtera pas et qu'elle atteindra son objectif. Le gars suit la voiture des yeux. Le gars regarde à contre-séure la pile d'argent et se demande ce qu'il devrait faire avec tout cela. La fenêtre du système survole une montagne d'argent, elle rappelle que le gars dispose d'un espace portable et qu'il peut tout y mettre. Le système aspire soudainement tout l'argent. À l'heure actuelle, Zong ne peut pas se lasser du fait qu'il n'aura plus de problème d'argent pendant longtemps. Le gars trouve étrange tout ce qui s'est passé aujourd'hui. La fenêtre du système demande au gars de ne pas y penser et d'aller se détendre, car demain il aura une formation unique. Le gars demande avec crainte de quelle autre formation il a besoin. Le système, s'étant rapproché, remarque que le corps du gars est épuisé et qu'il ne pense pas bien. Il y a une fille debout sur le toit de la maison avec une énorme épée derrière le dos. Elle regarde silencieusement Zong marcher vers l'hôtel. Le gars ne le remarque pas et continue de discuter de tout avec le système. Sous le ciel bleu, vous pouvez voir le magnifique hôpital de la capitale impériale. Mais entre dans la pièce, inquiète pour la santé de sa fille, elle demande si tout va bien pour elle. Une fille aux cheveux roux, lisant quelque chose sur une tablette, est surprise de voir sa mère. Mais craignait que sa fille ne s'évanouisse et se rendit directement à l'hôpital. L'officier lui tendant le cou, essaie d'expliquer à sa mère qu'elle a perdu contre un gars nommé Zong. Mais a été étonnée de ce qu'elle a entendu, car elle connaissait elle-même ce type, elle trouvait cette coïncidence étrange. Elle se souvient que son fils est également allongé dans la salle à cause de ce type. Mei était en colère contre Zhu, elle était prête à le tuer à la première occasion pour ses actes. À ce moment-là, Zhu et sa connaissance marchent dans la rue avec d'énormes colis. Le gars, fatigué, cherche à savoir pourquoi il transporte des sacs aussi énormes tôt le matin. En approchant de l'entrée de la banque, Zhu pointe du doigt le panneau et demande s'il sait quel est cet endroit. Le gars se tient à proximité, perplexe. Un homme Mossad accueille Zhu à l'entrée et lui demande s'il peut l'aider. Zhu, souriant, explique au banquier qu'il souhaite déposer ses fonds et se fabriquer une carte VIP. L'homme s'y intéressait. L'homme fronce les sourcils et regarde les gars, expliquant que pour créer une carte VIP, ils doivent déposer au moins 600 millions. Zhu sourit à nouveau et demande s'il existe des cartes d'un niveau supérieur. Croisant les mains et regardant les gars avec mépris, le banquier fait attention aux vêtements des visiteurs, cela l'inquiète, c'est pourquoi il demande à la sécurité d'expulser les gars. Menant Zhu sur sa piste, le gars crie qu'il voulait déposer 1 milliard, et c'est ainsi qu'il traite leurs clients. L'ami Zhu était stupéfait par ce qu'il entendait, il ajoute que s'il avait su que Zhu venait jouer, il ne se serait pas levé si tôt. En entendant cela, le banquier regarde Zhu avec colère, il est surpris par cette déclaration, voulant donner une leçon aux dérangés. La foule autour des gars rit bruyamment, amusée par les déclarations de Zhu, les gars ne savent plus quoi faire après ça. À ce moment, la porte du bureau du directeur s'ouvre, l'homme s'inquiète du bruit si tôt. Un homme de grande taille sort de son bureau et demande ce qui se passe et pourquoi il y a un tel désordre. Le banquier s'est incliné devant le gérant et lui a expliqué que 2 fous étaient venus, c'est pourquoi tout cela se produit. Zhu sourit confusément, le gars décide d'aller voir le manager cette fois et lui explique qu'il avait prévu de mettre son milliard dans leur banque, mais ils sont insultés et expulsés à cause de leur apparence. Le banquier, en colère, commence à pointer du doigt Zhu, criant qu'il ne croit pas à l'existence de son million. Zhu, après avoir entendu cette déclaration, décide d'ouvrir l'un des sacs, révélant un sac complètement rempli d'argent. Le type pointe alors son doigt vers le sol et ordonne au banquier de s'agenouiller. À ce moment-là, le directeur de la banque s'incline brusquement aux pieds des gars en s'excusant, les gars regardent le manager avec perplexité. Zhu, décidant de jouer avec la banque, fait semblant de partir, laissant entendre que si le banquier ne se retire pas, il partira tout simplement. Le gérant, levant la tête, ordonne au banquier de faire tout ce que le gars lui demande, après tout, c'est un gros client pour eux. Le banquier s'incline immédiatement aux pieds de Zhu, s'excusant de ses actes. En quittant la banque, le type au visage calme ajoute que la prochaine fois, le banquier ne devrait pas mépriser les gens ordinaires. L'ami Zhu est toujours enthousiasmé par le montant d'argent, il se demandait d'où il avait obtenu une telle somme. Zhu tend la carte à son ami, l'invitant à la conserver et à l'utiliser autant qu'il le souhaite. Souriant, Zhu ajoute pour ne pas être méprisé. Le gars entendit les larmes lui monter aux yeux, il est heureux que Zhu se soucie autant de lui, ajoutant qu'il l'aime. À cette époque, le système pervers s'envole vers Zhu, car il consacre du temps à ses propres affaires et n'a pas du tout l'intention de s'entraîner. Le système, avec les montagnes en arrière-plan, explique qu'il a visité la ville de Hongjing et qu'il devrait y aller car c'est un bon endroit pour cultiver. Le gars dit au revoir à Cui et ajoute qu'il va au mont Miaofeng. Le gars, perplexe, demande pourquoi il est allé au mont Miaofeng. Q, avec un visage effrayé, explique qu'un fantôme en vêtements rouges vit sur cette montagne et qu'il y est très dangereux. Le soir, un taxi solitaire circule entre les montagnes. Un inconnu conduit à l'aide du navigateur, le navigateur signale qu'au prochain virage, il y aura une pente raide et que vous devez ralentir. L'homme, regardant son téléphone, constate qu'il a pris la commande en vain en étant ivre. Une étrange silhouette de jeune fille vêtue de rouge apparaît devant la voiture, les cheveux de la fille couvraient complètement son visage,
ce qui lui donnait un aspect très effrayant. Le gars avait très peur et a crié fort, en regardant dans le rétroviseur, la route était déjà vide. Après avoir ajusté le miroir, l'homme n'arrivait toujours pas à reprendre ses esprits, il ne comprenait pas ce qu'il voyait maintenant, considérant qu'il ne s'agit que d'un problème, il décide de passer une bonne nuit de sommeil en rentrant chez lui. En regardant à nouveau dans le miroir sur la banquette arrière, on pouvait voir une étrange silhouette ressemblant à une femme très mince. L'homme, inquiet, tourne brusquement la tête en arrière, la même fille de la route était assise derrière elle, un sourire diabolique était visible à travers son visage couvert de cheveux. Entre deux montagnes sur la même route, un cri très fort se fait entendre, mais il n'y a personne à proximité. Le lendemain, une toute nouvelle Rolls-Royce circule sur la même route. Le conducteur qui conduit la voiture est sur la banquette arrière, les gars discutent de l'histoire qu'il a racontée, Zhou est surpris que son ami ait eu le courage de l'accompagner dans ces montagnes. Zhou sourit et note qu'il a un merveilleux ami. En conduisant entre les montagnes, le système remarque que s'ils rencontrent cet esprit, ils recevront une énorme réserve de puissance spirituelle. Le système, se trouvant devant Zhou, ajoute que tous les gens sont constitués de la même énergie spirituelle. À ce moment-là, Q s'était déjà endormi sur la banquette arrière, le système continue en disant qu'après la mort, l'âme est séparée du corps. Avec un visage pensif, le gars aimerait rencontrer les âmes de ses parents. La fenêtre système baisse les yeux et regarde silencieusement son propriétaire. La voiture passe les prochaines montagnes, sur l'un d'eux se trouve la même étrange fille, le système ajoute que les âmes des gens ordinaires vivent après la mort pendant environ 7 jours supplémentaires, mais il existe également des cas isolés qui restent pour toujours. Une fille et un homme se tiennent devant une falaise, la jeune fille prévient son frère que Zhou est très dangereux et qu'ils doivent restituer le trésor perdu. Le gars, baissant les yeux, ajoute pensivement qu'il élaborera une sorte de plan, la jeune fille regarde silencieusement la voiture qui passe. Sur fond de ciel du soir, parmi les montagnes se trouve un hôtel solitaire. En entrant dans l'hôtel, Q fut surpris de voir à quel point l'hôtel était luxueux, Zhou avait alors réservé la suite présidentielle pour eux. L'ascenseur descend lentement jusqu'au premier étage, Q se demandait pourquoi Zhou avait besoin d'aller à la montagne Miaofan. En entrant dans l'ascenseur, Zhou trouve une excuse selon laquelle il a décidé de simplement faire une pause avec tout cet argent. La porte de l'ascenseur était presque fermée, Zhou demande à son ami de ne pas poser de questions et de simplement s'amuser pendant qu'ils sont riches. Une main de femme apparaît dans la porte de l'ascenseur. La jeune fille aux cheveux bleus, embarrassée, s'excuse de l'avoir dérangée, elle entre également dans l'ascenseur. Une fille un peu gênée se tient entre les gars, Q ne pouvait pas quitter la fille des yeux, Zhou était excité par la présence de la fille dans l'ascenseur. En rougissant également, Q note que ce n'est pas en vain qu'il est venu ici. Il y eut un silence dans l'ascenseur, la porte de l'ascenseur s'ouvre devant la jeune fille. Zhou décide de contacter le système à propos de cette fille. Le système remarque que la jeune fille essaie de cacher son énergie spirituelle, mais Zhou peut toujours la voir, Zhou ne quitte pas la silhouette de la jeune fille des yeux. Le système traite la fille de pratiquante moyenne, avertissant l'homme de ne pas s'inquiéter car il y a beaucoup de pratiquants. En sortant de l'ascenseur, la jeune fille regarde à nouveau vers les gars, par embarras, Q qualifie la fille de très belle. En sortant au même étage, Q remarque que la fille vit avec eux au même étage, Zhou le remarque également. La jeune fille s'arrêta devant la porte et sourit un peu. Zhou trouve tout cela étrange, il regarde silencieusement la fille, mais ne dit rien à son ami. En entrant dans la pièce, Q sauta d'abord sur le luxueux canapé, le mec propose d'inviter cette fille à jouer avec eux le soir, Zhou ouvre le rideau et regarde la rue devant l'hôtel. En riant, Zhou invite son ami à faire cela et invite la fille dans leur chambre un peu plus tard, Q assure que ce n'est pas un problème pour lui, car il s'ennuie déjà du numéro présidentiel. En regardant par la fenêtre, Zhou observe une étrange maison entre les arbres, Zhou trouve immédiatement une excuse et décide de sortir prendre l'air. En approchant de l'étrange monument, le système explique immédiatement qu'il s'agit de la source Fanshan et que c'est là qu'ils vont commencer leur entraînement, le gars hoche la tête d'un air approbateur. Un étrange brouillard apparaît derrière le gars, d'où émerge la même fille en robe rouge, Zhou ne remarque pas du tout celui derrière lui. À ce moment, Q décide de se préparer à rencontrer la jeune fille, en se coiffant, le mec n'arrête pas de penser à elle. Quelqu'un frappa à la porte, ce qui attira l'attention de Q, il pensait que c'était Zhou qui revenait de sa promenade du soir. Après avoir ouvert les portes, Q décide également de poser immédiatement la question si Zhou a apporté de la nourriture dans leur chambre. La même fille se tenait sur le seuil, elle ne portait qu'une serviette, la jeune fille a demandé à prendre une douche chez elle, car il n'y avait pas d'eau chaude du tout dans sa chambre. Q était au bord d'une excitation extrême et son nez commença à saigner. La fille, continuant à flirter avec Q, lui demande à nouveau si elle peut prendre une douche avec eux. La fille se couvrit la bouche d'embarras, elle s'intéressait à l'endroit où Zhou était allé et à ce qu'il faisait maintenant. Le gars, fermant la porte sans aucun soupçon, répond immédiatement que Zhou est parti et que personne ne les dérangera. La jeune fille, toujours rouge d'excitation, regarde Q, elle ajoute également que puisque Q n'est pas dans la pièce, elle ne sera pas polie. La photo montre maintenant la mine Fanshan, avec un épais brouillard toujours autour du monument. Zhou,
debout à l'intérieur de la mine, demande au système de quelle tâche il parlait. Une fenêtre du système apparaît jusqu'au visage du gars, se demandant si Zhu se souvient du président Zhang, que le gars a guéri. Le système ajoute que la meilleure formation pour les cultivateurs est l'eau. Le système, en utilisant l'exemple du président Zhang, explique que le corps doit être entraîné. Après tout, si un flux important d'énergie spirituelle arrive, le corps faible ne pourra pas le contenir et le propriétaire mourra tout simplement. Inspiré, le visage du gars a changé et il était prêt à s'entraîner. Le système rappelle à Zhu qu'il possède toute l'énergie du maître et de Sheng, mais que tout lui est bloqué. Zhu, avec un regard pensif, décide de clarifier le lien entre le mont Messiaofei et sa formation. La fenêtre du système surplombe Zhu. Elle explique que dans un rayon de 10 miles, c'est le seul endroit où ils peuvent entraîner le corps au niveau requis. Après le début de l'entraînement, la mine Fanshan s'est allumée en jaune vif et une grande quantité d'énergie spirituelle a volé autour du monument. Un puissant courant de lumière et d'énergie spirituelle jaillit également d'une montagne voisine. Le système ajoute qu'il y a de fortes rafales d'énergie à cet endroit. Zhu est assis au centre de la mine et essaie de se concentrer sur l'énergie spirituelle. Son entraînement dans cet endroit durerait 3 jours, mais il serait 100 fois plus rapide que ce qu'une personne ordinaire cultiverait dans des conditions normales. Le sol à l'intérieur du temple est recouvert d'un épais brouillard, la lumière s'éteint et la pièce est plongée dans une obscurité impénétrable. Zhu se tient au centre du temple et attend quelque chose. Le système remarque que le pouvoir spirituel à cet endroit est restauré tout aussi rapidement. Le système est indigné que le gars ait interrompu sa méditation et soit debout pour une raison quelconque. Il demande au gars de se concentrer et de s'entraîner plus fort. La porte s'ouvre avec un grand bruit. Un courant de brouillard pénètre dans le temple. Zhu reste immobile lorsque le même fantôme en robe rouge se précipite vers lui à grande vitesse. Zhu esquive l'attaque du fantôme avec sa main avec un léger mouvement. Il continue de regarder la jeune fille avec un visage sérieux. À ce moment, le fantôme parvient encore à toucher les vêtements du gars, provoquant une légère déchirure de la veste. Zhu était en colère que son pull préféré soit déchiré. Le fantôme se tenait en face de Zhu. Elle ne s'attendait pas à ce que son erreur puisse autant irriter le gars. Zhu, avec des flammes dans les yeux, remarque qu'il a remarqué depuis longtemps comment quelqu'un le poursuit jusqu'au temple. Un fantôme s'élève dans le ciel, les bras tendus. Elle était prête à porter une nouvelle série de coups. Ses cheveux s'enroulaient autour de son visage pâle. La jeune fille attaque Zhu avec la même vitesse incroyable, essayant de le tuer. Mais Zhu esquive une autre attaque avec un sourire et frappe légèrement le fantôme au cou avec sa main. Après avoir touché le fantôme, celui-ci disparut instantanément. C'est pourquoi Zhu était confus. Zhu essaya de voir dans l'obscurité ce qui s'était passé et pourquoi le fantôme avait disparu si soudainement. Le brouillard enveloppait toujours les pieds du gars. Zhu observe dans sa vision périphérique que le fantôme s'est simplement déplacé derrière lui. Le gars était prêt pour une autre attaque fantôme. Se tournant brusquement, le gars attrape le fantôme par les cheveux en criant qu'il découvrira où est allé le fantôme. Dans les mains de Zhu se trouvaient les cheveux d'une jeune fille innocente vêtue d'une robe rouge. Elle a demandé de ne pas la toucher, car cela lui faisait mal. Les larmes montèrent aux yeux de la jeune fille. Elle demande à nouveau de la laisser partir. Zhu lâche brusquement ses cheveux, mais ne retire pas sa main. Couvert de sueur, le gars se demandait pourquoi un fantôme aussi effrayant était en réalité une belle dame. Sous le ciel nocturne, enveloppé d'un épais brouillard, se dresse la mine Fanshan. Zhu, les mains dans les poches, se demande pourquoi la jeune fille a décidé d'effrayer les gens dans les montagnes Miaofeng. La fille était assise à genoux devant le gars. Elle a décidé de savoir si le gars se souvenait de l'incident survenu il y a un an. Zhu a été surpris, car il savait qu'il y a un an, un grand nombre d'étudiants avaient disparu de l'université 11 juin. La jeune fille regarde le sol avec les larmes aux yeux. Elle explique au gars qu'elle fait partie de ces filles disparues, en l'appelant Shuno. Tout devient clair pour Zhu. Elle regarde la fille et l'appelle Shuno. La jeune fille, fondant en larmes et rougissant, demande de l'aide à Zhu pour qu'il puisse se venger d'un homme nommé Jin Taixin. Cela plonge Zhu dans la stupeur car il savait que cet homme était un médecin brillant avec une bonne réputation. Dans le contexte du temple, la jeune fille décide de raconter toute l'histoire de sa rencontre avec le médecin et comment tout cela s'est passé. À partir des souvenirs, la jeune fille décide de raconter dès le début, en commençant par une recherche d'emploi. Elle a pu obtenir un emploi dans un hôtel international. Sur le site internet, parmi les postes vacants de l'hôtel international Yunli, il y avait une offre d'emploi qui exigeait une fille sans expérience professionnelle pour un salaire de 50 000. Assise à côté des clients, la jeune fille était étonnée que l'essence de son travail soit de boire de l'alcool et de supporter le harcèlement des visiteurs. Mais à ce moment-là, le même Taixin est entré dans la pièce et a pu l'aider à expulser tout le monde. En se souvenant du visage de Tai, la jeune fille ajoute qu'ils sont devenus très proches et qu'elle lui tenait surtout compagnie. La jeune fille avait confiance en cet homme, mais elle se trompait profondément. Un de ces jours, Tai a invité la jeune fille à un voyage dans les montagnes Miaofeng. La jeune fille suivit docilement l'homme. En arrivant dans ce temple même, Tai donne à boire à la jeune fille, ce qui lui donne le vertige. D'après la dernière chose qu'elle pouvait entendre, « Maître, le moment était venu. » Le cadre revient au présent. Zhu se tient toujours à côté de la fille. Continuant à pleurer, la jeune fille explique qu'après cela elle est devenue comme ça.
La fenêtre système a été très surprise que Tai puisse faire cela et créer un monstre aussi terrible à partir d'une belle fille. Le système remarque que lorsque la fille est décédée, le gars l'a également habillée avec une robe rouge. Il y avait une boucle sur l'une des planches de bois, ce qui a amené le système à croire que le gars l'avait accroché plus près de la nuit. Le système comprend qu'un poids a été attaché aux pieds de la jeune fille afin de séparer les 3 âmes dans ses pieds et de libérer le reste. Le système soupçonne que la jeune fille a beaucoup souffert et que le seul moyen de l'aider est de rendre les 7 âmes restantes. Zhu a été très indigné par ce qu'il a entendu, il ne comprenait pas pourquoi Tai pouvait faire ça à la fille. Le fantôme de la jeune fille serre Zhu dans ses bras et lui demande de l'aider. Après tout, elle ne peut pas tolérer cela, chaque matin elle ressent la douleur de 1000 aiguilles. Souriant, Zhu assure à la jeune fille qu'il l'aidera certainement à payer pour ce qu'elle a fait. Après avoir serré la fille dans ses bras, Zhu demande au système s'il est possible de ralentir d'une manière ou d'une autre le tourment de Shuno. La fenêtre du système demande immédiatement de laisser la jeune fille dans le temple car c'est le seul endroit avec une forte énergie spirituelle. Zhu, continuant de sourire, demande à la jeune fille de l'attendre dans le temple et de ne sortir nulle part. Il assure qu'il reviendra certainement lorsqu'il trouvera une idée pour sauver la jeune fille. La fille sourit timidement, elle est reconnaissante envers le gars pour tout ce qu'il essaie de faire pour elle. Zhu décide de regarder la source. L'eau jaillit de la montagne en un puissant ruisseau. Zhu était émerveillé par un si beau site de culture, parents ne pouvaient détourner le regard. Le système suppose que Tai est un fort pratiquant, car il a pu apprendre la méthode pour transformer les gens en fantômes, l'avertissant d'être prudent. Le gars qui se dirige vers la source demande à commencer l'entraînement. Le plan se transforme en un hôtel de nuit, une seule pièce était éclairée pour le moment. Dans la cabine de douche remplie d'une forte vapeur, on aperçoit la silhouette d'une jeune fille. Q essaie de ne plus penser à la fille et de regarder la télévision. La porte de la salle de bain s'ouvre. Q rougit profondément, il ne pouvait s'empêcher de penser à la fille qui se tenait dans son âme, il pensait que la jeune fille elle-même faisait allusion à l'intimité, car elle aurait pu demander à l'administration de changer son numéro. La fille se tient derrière Q avec une corde, elle avait un visage plutôt sombre. Q tourne son attention vers la fille, ne comprenant pas pourquoi la fille a commencé à marcher derrière lui. Q se tourne vers la fille, il était inquiet que la fille se tienne derrière lui. La jeune fille retira ses mains et tint le tissu tendu. La jeune fille fait semblant d'être gênée, elle sourit et dit qu'elle s'ennuyait beaucoup. Le visage de la fille était fou, elle voulait en finir avec le gars le plus vite possible. La fille, qui ne porte toujours qu'une seule serviette, est assise à côté du gars, elle n'a pas refusé l'offre de Q, lui proposant de regarder le spectacle nocturne. Q fut choqué par ce qu'il entendit, il pense que ce spectacle est une excuse pour quelque chose de plus grand. La fille regarde Q avec des yeux affectueux, elle s'intéresse à Zhu et à l'endroit où il est allé, elle voulait regarder l'émission ensemble. À ce moment-là, on sonna à la porte, Q était mécontent que son ami revienne à un tel moment. Q, sans s'en douter, ouvre la porte, avertissant son ami qu'il est très en retard. Devant la porte se tenait Zhu, torse nu, son corps n'était plus le même qu'avant, ses abdominaux étaient visibles, ainsi qu'un grand nombre de muscles dans tout son corps. Q ne pouvait pas comprendre où Zhu allait et était capable de gonfler son corps si rapidement. Zhu, ne voulant pas rester à la porte, demande à son ami de s'éloigner pour pouvoir prendre une douche froide. La même fille était assise sur le canapé devant la télé, ne portant qu'une serviette, elle agita la main vers Zhu. Zhu ne pouvait pas comprendre ce qui se passait ici. Q présente son ami à leur voisin, la fille se présente comme Ruo Bing, mais Zhu n'était pas intéressée par cela, elle décide de ne pas interférer avec le couple qui s'amuse, se dirigeant vers la douche. Q décide d'expliquer que la fille n'a pas d'eau et qu'elle est venue prendre une douche avec eux, mais à ce moment Zhu couvre la bouche de son ami et lui demande de ne pas s'expliquer. Zhu fait signe à son ami de partir, lui souhaitant bonne chance ce soir. Q en fut surpris. Zhu, étant sous la douche, ne pouvait pas en avoir assez de son nouveau corps, après tout, il n'y a passé que 30 minutes et a déjà l'air si sportif. En regardant son torse parfait, il souligne l'énergie colossale de la source. En prenant le shampoing sur l'étagère, il ne pouvait pas imaginer à quel point il deviendrait fort après quelques jours d'entraînement intensif. La tête du gars était déjà recouverte de shampoing, ce qui lui faisait fermer les yeux. À ce moment, plusieurs coups furent entendus à la porte. Zhu décide de demander à nouveau qui frappe à sa porte. La jeune fille tient sa serviette et ouvre la porte, elle a approché Zhu avec une demande. Debout à l'entrée de la douche, la jeune fille demande à venir voir Zhu car elle a encore besoin de se laver les cheveux et elle ne peut pas attendre du tout. Q est inconscient derrière le canapé. À ce moment, la jeune fille entre dans la salle de douche en disant qu'elle fera tout rapidement et n'interférera pas. Zhu, toujours écumé à la tête, demande à la jeune fille de ne pas entrer dans la pièce tant qu'il n'est pas habillé. La fille s'approche du gars par derrière, laissant entendre qu'elle n'est pas non plus habillée. Zhu était très embarrassé par ce qu'il avait entendu. Il y avait un poignard dans la main de la jeune fille, elle décide de demander pourquoi Zhu est si nerveux. S'attaquant à Zhu, la jeune fille ajoute que le gars n'est pas nerveux parce qu'elle est venue pour le tuer. D'un léger mouvement de la main, le gars arrache le poignard des mains de la jeune fille et l'amène au cou de Jio. Elle était enthousiasmée par la tournure des événements.
Le gars souriant demande à Jio d'attendre la prochaine fois lorsqu'il quittera la salle de douche. La jeune fille se tenait à proximité, confuse. À ce moment, la serviette de Jio tombe soudainement sur le sol, exposant tout son corps. Zhu range le couteau par embarras, la jeune fille lui crie dessus avec embarras, couvrant sa nudité. Après avoir attaché la fille, Zhu la jette sur le lit, il se demandait qui lui avait envoyé Jio, soupçonnant que Tai l'avait fait. La fille ne comprend pas de qui nous parlons et demande à la laisser partir, car elle appellera son frère. Penché au-dessus de la jeune fille, il regarda Jio avec colère. Zhu a ajouté que puisque la fille ne veut pas le dire, il utilisera de sales tours. Toujours ligotée, la jeune fille commence à appeler bruyamment son frère. On ne sait pas d'où vient un coup de pied puissant sur Zhu. Zhu perce l'un des murs de l'hôtel suite à un coup incroyablement puissant. Une silhouette d'homme avec un tatouage sur le bras est représentée dans la pièce. Frère Zhou se tenait sur le pas de la porte avec un visage sérieux, il tendit la main pour demander sa sœur. La porte de la suite présidentielle était ouverte et des bruits étranges se faisaient entendre. À ce moment-là, Q reprend conscience, se tenant la tête et se plaignant de douleur à la tête. Q comprend qu'il a été trompé et qu'elle suivra alors son autre Zhu. Le gars sort en courant de la pièce en criant à Zhu de faire attention à cette fille. Zhu vole soudainement dans sa direction avec son dos, Q n'a pas le temps de réagir et de faire quelque chose. Zhu s'écrase sur le visage de Q, le faisant également être transporté en arrière, les gars tombent au sol, Q perd à nouveau connaissance. Se levant lourdement du sol, Zhu remarque que frère Zhuo était très fort, mais il ne comprenait pas pourquoi la chute au sol était si douce. Zhu se rend compte que Q est inconscient sous ses pieds, il demande comment il se sent. Zhu prend son ami et commence à le secouer, il était très inquiet de l'état de Q. Frère Jio, les poings serrés, les suit dans leur chambre, le gars croit moqueusement que Zhu a tué son ami, mais ne montre toujours pas sa vraie force. Zhu, avec un visage sérieux, déclare que le gars est un cow-boy à moitié cuit qui n'est pas digne de voir toutes ses forces. Cela a mis le gars très en colère, alors il a demandé en serrant les dents ce qu'il venait de lui dire. À ce moment-là, Zhu, confus, décide de demander au système comment il peut vaincre ce type. Le système le considère comme le plus fort de son clan et que Zhu n'a aucune chance de le vaincre. Zhu clarifie une fois de plus avec le système ce qu'il doit faire, car le gars n'avait pas l'intention de mourir. Le frère enragé Zhuo se jette sur Zhu, voulant le tuer. Une fenêtre système apparaît près du visage de Zhu, l'invitant à sauter par la fenêtre et à élaborer plus tard un plan pour tuer ce type. Zhu, caché derrière le bouclier de la déesse Nuva, recule, le coup de frère Jio touche le bouclier, ce qui ne cause aucun dommage au gars. Alors qu'il se trouve à l'un des étages supérieurs, Zhu brise une fenêtre et tombe, tombant tout droit. Frère ZHL, toujours en colère, demande à sa sœur de l'aider, car ce type leur échappe. Zhu s'approche du sol très rapidement. Zhu atterrit sur ses pieds sans subir aucun dégât. Le gars ne comprenait pas quoi faire ensuite, car Q était toujours dans la pièce, Zhu ne pouvait pas laisser son ami seul. La fenêtre système rassure Zhu que Q n'est pas en danger puisqu'il est leur cible, soulignant que tous les membres du clan de l'épée folle sont plusieurs fois plus forts que lui, mais ils ont un point faible. Au même instant, Jio et son frère atterrissent au sol, Zhu demande au système de se dépêcher et de leur dire exactement quel est le point faible de ces deux-là. Jio et son frère attendent une attaque de Zhu, le système ajoute que la faiblesse de ces deux-là est la force physique. Frère Ruo décide brusquement d'attaquer Zhu avec un coup de pied puissant, le gars parvient à remarquer cette attaque directe. Zhu parvient à utiliser le bouclier de la déesse, après de nombreux coups de frère Zhu, Zhu demande de lui expliquer plus précisément de quel genre de force on parle. Le système note que ce clan préfère dépenser une grande quantité d'énergie spirituelle sur de nombreuses frappes et c'est leur inconvénient, donc Zhu doit les fuir. Après avoir entendu cela, Zhu commence à esquiver très rapidement chaque attaque du couple, essayant de s'échapper à ce moment-là. Le gars décide de grimper à l'un des arbres, grimpant sur une branche, Zhu regarde le couple. Frère Zhuo suggère que sa sœur bloque la voie de sortie de Zhu, et il a lui-même prévu de s'occuper de ce type. La jeune fille fait un signe de tête silencieux à son frère. Frère Ruo décide d'appeler Zhu, exigeant qu'il lui remette la gourde violette et dorée. Zhu ne comprenait pas pourquoi le gars demandait de rendre cette chose, car il l'avait déjà nettoyée il y a longtemps. Frère Zhuo n'était pas satisfait de cette réponse, car il savait que quelque chose comme ça pouvait être nettoyé en au moins 7 ans, et il l'a fait dès qu'il l'a reçu. En souriant, le gars répète qu'il doit rendre l'article, sinon il va souffrir. À ce moment, frère Zhuo sort une épée énergétique de son dos. Le système note que le clan de la lame folle est très doué pour utiliser les armes blanches, ils peuvent également diriger l'énergie spirituelle directement dans l'épée. On peut voir l'un des épéistes cacher une épée directement dans son corps, pour imprégner un objet d'un pouvoir spirituel, ils doivent conserver son essence humaine. Le système considère cette méthode comme peu efficace, car elle nuit au corps humain, c'est la raison pour laquelle ils recherchent la gourde violette et dorée, ils en ont besoin pour protéger leur corps des dommages. Zhu pense que puisque le clan des épéistes fou ressent constamment cette douleur, alors ce sont de vrais suicides. Le système ajoute également que Zhu doit être prudent car avec leur stratégie d'épée, ils peuvent être très dangereux pour lui. Frère Zhuo, sortant son énorme épée derrière son dos, regarde Zhu avec colère,
le système vous demande de vous en tenir au plan et de continuer à épuiser votre adversaire. Zhu sourit et pense qu'à cause de ce tournant, leur bataille sera beaucoup plus intéressante. Zhu décide de taquiner frère Zhuo en criant que grâce à son talent ils peuvent devenir très riches. Le gars a été étonné par cette déclaration. Frère Ruo est devenu très en colère et les veines de son visage ont commencé à saillir considérablement. Il croyait que les arbres ne pourraient pas sauver l'homme. Canalisant toute son énergie spirituelle dans l'épée, il répète une fois de plus qu'elle ne pouvait pas nettoyer la gourde violette et dorée. Prenant un grand coup, le gars ajoute qu'il trouvera lui-même cet artefact. Il y avait une colère infernale dans les yeux de frère Jio, le coup fut le plus fort possible. Zhu était un peu confus après cela, observant silencieusement les actions du gars. La fenêtre du système a également été touchée par un coup si violent. Le gars, comme l'épée, était complètement recouvert d'énergie spirituelle. Après un coup aussi fort, une traînée d'énergie bleue passait derrière l'épée. Zhu ne s'y attendait pas et ne savait pas quoi faire après cela. Le coffre commença lentement à se fissurer de l'intérieur. Extérieurement, l'arbre avait toujours l'air tout à fait ordinaire. Zhu parvient à sauter avant que l'arbre entier ne se fissure et ne tombe en petits morceaux. Zhu ajoute qu'il est satisfait de la courtoisie de son adversaire. Frère Jio a été indigné par cette déclaration car c'était l'un des coups les plus violents qu'il ait jamais connus. Le bonhomme décide de renforcer encore son épée et ses techniques pour un coup plus efficace. Frère Ruo lance à nouveau son épée spirituellement guidée sur Zhu. Zhu, comme toujours, évite les nombreuses attaques de frère Zhuo sans aucun effort. Zhu remarque que le sol sous ses pieds commence à trembler à cause de cette série de coups. Le sol sous les pieds commence à se fissurer et à trembler rapidement sous les 1000 coups de foudre de la secte des épéistes fous. Frère Zhuo s'arrête puis commence à respirer fortement, son énergie spirituelle commença progressivement à s'épuiser. Zhu, continuant à inciter le gars, estime que c'était trop faible. Frère Zhuo était étonné d'une telle impudence. Zhu garde pathétiquement ses mains dans les poches de son pantalon, il invite le gars à démontrer sa force. Frère Ruo était toujours étonné, après tout, Zhu était le premier à être capable d'esquiver une série de coups aussi puissants. Zhu plie les poings avec un sourire, le système remarque que frère Zhuo a dépensé la moitié de toute son énergie spirituelle. Zhu détourne silencieusement la tête. En sueur, frère Ruo tient toujours l'épée à la main, il se moque du gars pour tout ce qu'il dit. La jeune fille, debout sur le côté, se demandait ce qu'elle devait faire ensuite, car son frère avait déjà épuisé son pouvoir spirituel. Frère Zhuo, avec ses dernières forces, décide de se balancer à nouveau sur Zhu, mais avec un coup régulier. Zhu dit trop lentement et lui donne un coup de pied au visage trop lentement. Une voiture noire roule dans les bois à proximité, les phares s'éteignent et une voix d'homme se fait entendre. Un couple légèrement ivre est assis sur la banquette arrière, la fille déboutonne la chemise du gars, le traitant affectueusement de farceur. Très embarrassé, le gars prend la fille par les épaules et l'appelle « bébé ». À ce moment, frère Jio vole dans la voiture à grande vitesse. La voiture a été gravement écrasée et le gars a atterri sur le siège passager. Il considérait toujours Zhu comme faible, suggérant qu'il se rende. Zhu monte lentement ses pieds sur le capot de la voiture. En regardant l'intérieur détruit de la voiture, Zhu demande d'un ton moqueur au gars de s'excuser d'avoir gâché le rendez-vous du couple. Frère Jio crie avec colère qu'il a en fait cédé à ce type, car il est plusieurs fois plus faible que lui. Brisant la voiture en deux avec ses mains, frère Zhuo crie qu'il va achever Zhu aujourd'hui. Papa regarde ce qui se passe avec peur. En riant, Zhu demande au gars de démontrer qu'il est bien plus fort que lui. Frère Zhuo, poussant depuis l'arrière de la voiture, part après Zhu, exigeant qu'il ne s'enfuit pas. Zhu lui échappe une fois de plus. Le couple reste effrayé dans la voiture en panne, ils ne peuvent pas reprendre leurs esprits après ce qu'ils ont vu. Après avoir esquivé un autre coup de frère Zhu, Zhu prévient qu'il lui donne une autre chance de montrer de quoi le gars est capable. L'épée de frère Jio est soudainement tirée dans la main vide de frère Jio. Le gars redirigeait toute son énergie spirituelle dans l'épée et se lance sur Zhu avec les mots mourir. Le coup a été fort, ce qui a également laissé une forte trace spirituelle, mais il n'y a eu aucun dommage pour Zhu. Zhu dit au gars avec un regard en colère que c'est trop lent et que c'est une honte pour son clan. Zhu propose de montrer comment vraiment frapper. En même temps, frappant instantanément le gars au ventre. Zhu note que les coups du gars sont trop lents et ne tueront personne. Frère Jio vole au sol, une fontaine de sang jaillit de la bouche du gars. Le gars tombe au sol à grande vitesse, Zhu se retrouve à le regarder en l'air. Frère Jio, incapable de se relever, continue de se battre contre lui-même, il est en colère contre Zhu pour ce qu'il lui a fait. Zhu atterrit directement sur frère Jio à grande vitesse, provoquant la fissuration du sol dans la zone. Zhu est surpris que le gars ait disparu, car il visait définitivement frère Jio. À ce moment, après avoir emmené son frère, Jio saute sur le côté, elle pense que son frère est incapable de se battre et qu'il devrait battre en retraite. Zhu est surpris par la tournure des événements. La jeune fille a été étonnée que Zhu ait découvert leur faiblesse et ait pu surpasser son frère. Frère Zhu est dans un état grave. Frère Jio assure que la prochaine fois, il s'occupera du gars et ce sera la fin. Les mains dans les poches, Zhu explique que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, il sera plusieurs fois plus fort. De retour à l'hôtel, Zhu récupère son ami par terre, notant qu'il a déjà pas mal d'ennemis et qu'il doit devenir plus fort pour pouvoir protéger ses proches. Le lendemain,
Q reprit ses esprits et fut surpris de ne pas voir son ami Q. En lisant les messages sur son téléphone, Zhu écrit qu'il est parti en randonnée et qu'il a préparé une surprise pour Q. À ce moment-là, on frappa à la porte de l'appartement. Q ne comprenait pas qui pouvait venir cette fois, il ne voulait pas revoir la fille d'hier après les événements. 3 belles filles ont franchi la porte, les filles proposent de faire un massage déjà payé, Q fut étonné de cette surprise. L'une des filles pose sa main sur l'épaule de Q, elle demande si le gars se sent bien et s'il devrait le rendre plus fort. En souriant, Q cessa de penser à quoi que ce soit, il était content de tout ce que faisaient ses filles. Les filles lui ont massé les jambes et la poitrine, l'un d'eux décide de demander si Q aime leur hôtel de massage à 6 mains, le gars a apprécié ce processus en silence. La fille qui se tient derrière pose ses seins sur la tête de Q, le gars a commencé à saigner du nez, il pense que c'est la plus belle chose de ces derniers jours. La fille a continué à masser le corps du gars, lui demandant si tout le gars aimait, Q, sentant ses mains, devint un peu gêné. La prise de vue se transforme en immense montagne Miaofen. Zhu monte les escaliers avec difficulté, il compte le nombre de marches qu'il a déjà gravies. Zhu était complètement couvert de sueur, son corps brûlant à cause de l'effort. Après avoir grimpé une nouvelle fois tout en haut, tenant une énorme bûche à la main, il termine au chiffre 2 millions. Le gars essoufflé indique au système qu'il a enfin terminé et gravi 2 millions de marches. Une fenêtre système apparaît à proximité et s'étonne que le gars soit déjà fatigué, il lui reste encore 5 millions de marches à gravir. Le gars, souriant, estime qu'il doit continuer, tout son visage était mouillé. Parmi les montagnes, la voix de Zhu se fait entendre, qui dit qu'il doit devenir encore plus résilient. Le plan se transforme en un immeuble luxueux du centre-ville, le bâtiment ressemblait au bureau d'une entreprise assez sérieuse. Il y avait un médecin debout dans le bureau, regardant par la fenêtre, se demandant qui serait la prochaine victime de son cabinet. Avec un sourire, il estime que ses expériences nécessitent de meilleures victimes. La secrétaire de l'homme s'approche de la table et lui rappelle que le maître recherche déjà des filles, la secrétaire transmet des informations sur les nouvelles filles. Il y a 4 dossiers différents sur la table contenant des informations sur les futures victimes du médecin. Le médecin pense que ces filles seront récompensées en étant choisies personnellement par Ti. Avec un sourire sinistre, Ti décide de consulter l'un des dossiers de la jeune fille. Le gars, assis dans son fauteuil en cuir, remarque que cette fille est la petite amie de Zhu, cela l'amuse beaucoup, car il est sûr que c'est la bonne fille. Dans les mains de Tai se trouve un formulaire avec une photo de Li Huizhu, ainsi que des informations importantes pour lui. Le plan se transforme en un hôtel de luxe à plusieurs étages, avec un escalier circulaire avec de nombreuses fontaines à l'entrée. Les jambes des femmes sortent de la cabine de douche, la fille parle au téléphone et résout son prochain problème. La jeune fille, se couvrant d'une serviette, essaie toujours d'attirer Zhu pour qu'elle travaille comme assistante. Zhu est toujours à la source et parle au téléphone, il rit de l'entêtement de la jeune fille. Zhu accepte néanmoins la proposition de la jeune fille et décide de devenir assistante personnelle. La fille, rougissante, n'en croyait pas ce qu'elle avait entendu, elle décide de vérifier auprès du gars. Sortant sur le balcon de l'hôtel avec seulement une serviette, la jeune fille propose de se rencontrer. Zhu, avec un visage sérieux, demande à venir le lendemain à midi à la montagne Miaofeng. Une sorte de plan se préparait dans sa tête. Après cela, le gars dit au revoir à la fille et raccroche. Zhu se tourne vers le système, expliquant qu'il envisage d'arrêter Tai et de lui donner une leçon, le gars n'allait pas regarder une autre victime. Shu, regardant au loin, souligne que Tai s'intéressait déjà à cette fille et que pour lui c'est la meilleure façon de le rencontrer. Le système commence à encourager le gars, en lui souhaitant bonne chance et en le faisant rapidement. Le système se tourne vers la source, ajoutant qu'il existe en fait un autre problème qu'il devrait bientôt résoudre. Zhu regarde la fenêtre du système d'un air interrogateur. Le système dit avoir obtenu des informations sur cette source. Plusieurs mondes possèdent cette source et personne ne l'a explorée auparavant. Zhu, comprenant de quoi parle le système, s'y précipite immédiatement. À l'hôpital local, le médecin rappelle au patient qu'il doit prendre 2 gélules pendant 3 jours. Le gars ne pouvait penser à rien d'autre, il regarda la belle fille et hocha silencieusement la tête. La jeune fille sourit au gars et lui demande de ne pas oublier de prendre ses médicaments, sinon, il ne s'améliorera pas. Le gars, en rougissant, appelle la fille le meilleur médecin, ajoutant que sans elle, il se sentirait seul à prendre des médicaments. À ce moment-là, une infirmière entre et demande au médecin de se dépêcher et de voir un autre patient. La jeune fille prend son dossier et se dirige vers la sortie, elle ne comprenait pas de quel genre de personne elle parlait, supposant qu'il s'agissait de Zongma. Une étrange lueur dorée pouvait être vue depuis la montagne où commençait la mine, c'est ce qui intéressait Zong. Après avoir pénétré à l'intérieur, Zong fut très surpris qu'une si grande grotte soit cachée ici. Le système était excité, il lui semblait que quelque chose se passait à côté d'eux. Zong note avec un sourire qu'il ne voit pas souvent des choses que Zhu ignore, il ajoute que si quelque chose arrive, il protégera le système. En colère, le système leur assure qu'ils doivent être prudents et attendre qu'il analyse toute la zone. Le gars, ne voyant rien de dangereux ici, se tient debout sur la pierre, qui commence soudainement à s'éloigner sous les pieds de Zong. Zong commence à voler quelque part à grande vitesse,
le gars était très effrayé par cela, ce qui le faisait crier fort. Le système se répète, afin que Zhu fasse davantage attention. Zhong a continué à voler dans l'abîme, en tendant la main, le gars demande de l'aide au système. À grande vitesse, le type tombe au sol, soulevant un gros nuage de poussière. Un instant plus tard, la poussière s'est dissipée et Zhong était complètement en sécurité sous le bouclier. Le système Ziyu demande au gars d'être plus attentif, car sans le bouclier, il serait mort depuis longtemps. Zhu, se levant du sol, sourit, notant qu'il ne s'attendait pas à une grotte aussi profonde. Après s'être levé, le gars peut voir une énorme main sous terre, ainsi que la silhouette d'une statue de tête à proximité. Zhong était intéressé par la question de savoir où il se retrouvait. Le système vous demande de regarder autour de vous plus attentivement. Zhong fut très surpris par ce qu'il vit. Un gigantesque monument avec une étrange créature tenant des épées à 6 mains s'ouvrit devant ses yeux. Le gars, effrayé, demande au système quel genre de divinité se trouve maintenant devant ses yeux et pourquoi elle a l'air si effrayante. Le visage de la statue était maléfique, 2 autres têtes sinistres étaient visibles à gauche et à droite de sa tête, et des crocs dépassaient de sa bouche. Zhong était également effrayé par le fait que tout l'escalier devant la statue était couvert d'ossements de mort. Le système suggère qu'il y a eu une bataille sanglante à cet endroit, et la statue du démon Ziyu elle-même semblait tout aussi étrange. Le gars s'approche des escaliers et ramasse une des épées. Il est surpris que la statue ait 6 bras et 3 têtes. Zhu pensait que c'était le démon Za. Le système demande à plusieurs reprises au gars d'être plus vigilant. Shu, s'élevant plus haut, se tient sur une étrange dalle, qui s'illumine immédiatement d'un sceau bleu. Zhu suppose que c'est un piège. La pièce près de la statue devient bleu vif, ce qui étonne Zhu. Tous les squelettes gisant près de la statue commencent à se lever lentement en regardant Zhu. Le gars essaie de découvrir du système ce que c'est et en réalité il le voit. Un grand nombre de personnes à moitié décomposées se tiennent devant Zhu. Le système suppose qu'il s'agit du gardien du monument qui protégeait auparavant ce démon. Zhu est surpris qu'ils soient les gardes de la statue. Les zombies commencent lentement à s'approcher du gars. L'un des hommes récemment réanimés tend sa main griffue vers l'homme. Zhu, avec un visage sérieux, se lance vers le zombie. D'un puissant coup de main, le zombie s'envole vers une foule de personnes également zombiées. La foule s'approche lentement de Zhu. Le système demande toujours à Zhu d'être prudent. Ils doivent trouver ce qui protège le roi démon et quitter cet endroit immédiatement. Zhu a relevé sa capuche et était extrêmement concentré. Le gars n'a pas compris une telle précipitation. Le gars était couvert d'énergie spirituelle. Les zombies sont tendus un de leurs bras devant eux et se sont lentement dirigés vers le gars. Zhu voulait voir toute la puissance du roi démon sculpté. Le médecin sortit dans la rue et attendit l'homme qui l'appelait. Un homme s'est approché derrière le médecin, ne se doutant de rien. La jeune fille a continué à attendre l'homme. À ce moment, l'homme met brusquement un mouchoir sur le visage de la jeune fille. La tenant par la taille, la jeune fille a du mal à s'échapper. La jeune fille essaya de crier quelque chose, les larmes commencèrent à lui monter aux yeux. Ayant perdu connaissance, la jeune fille s'est accrochée dans les bras de l'homme, les lunettes de la jeune fille sont tombées au sol et se sont cassées, l'homme commence à siffler ses subordonnés. Une camionnette arrive à toute vitesse au coin de la rue, à mesure que nous nous rapprochons, la porte arrière s'ouvre devant le visage de l'homme. L'un des subordonnés aide à placer la jeune fille dans le coffre, l'homme pousse nerveusement le gars à continuer. La secrétaire Teya, assise au volant d'une camionnette, appelle le maître, elle ajoute que tout s'est bien passé et qu'ils ont pu attraper la fille. Ti, assis sur sa chaise, dit au téléphone qu'il est content. Souriant malicieusement, Ti raccroche, il ajoute également qu'il aimerait voir le prochain mouvement de Zhu. Croisant les bras sur sa poitrine, le gars ajoute qu'il aimerait voir Zhu se battre pour sa petite amie, à la fin, en riant sarcastiquement. À cette époque, Zhu était toujours dans la grotte, il remarque un trou plus près du plafond de la grotte. Zhu, épuisé, pense qu'il faut aller dans cette direction. Zhu assomme une fois de plus un zombie avec son poing, un tel coup porté à la mâchoire d'un mort lui fait perdre ses dents restantes. Zhu ne ressent pas une once de fatigue et continue de déchiqueter tous les zombies qui se dressent sur son chemin. Avec son prochain coup de pied, Shu repousse le mort atterrit parmi une autre foule des mêmes morts, il continue de marcher sur le gars sans aucune émotion. En grognant contre Zhu, une autre douzaine des mêmes morts surgissent du sol, il y en a beaucoup plus. Zhu remarque qu'il devient de plus en plus mort à chaque fois, Zhu demande au système ce qu'il doit faire, car de simples attaques ne l'aident pas à gagner. Le système explique au gars qu'il est trop faible, c'est pourquoi il n'est pas capable de tuer complètement les morts, ayant proposé de trouver encore une source de protection pour les morts. Le feu dans les yeux, Zhu est d'accord avec le système, hochant la tête en signe d'approbation. Activant sa vision au rayon X, il tourne son attention vers la tête de la statue, il brûlait avec une flamme rouge, émettant un pouvoir spirituel. La fenêtre système le prend en charge et propose de grimper sur la tête et de découvrir de quel type de source il s'agit. Après avoir dispersé certains zombies, Zhu se dirige de toutes ses forces vers la statue. Après avoir à nouveau dispersé une douzaine de zombies, Zhu s'éloigne de la tête du mort et survole la foule immense. Il y avait un grand nombre de morts hargneux autour de la statue, le type saute sur le torse de la statue. S'éloignant des parties convexes de la statue, il grimpe progressivement sur la tête de la statue.
Au-dessus de la tête se trouvait une étrange boîte, que Zhu décide de ramasser immédiatement et de regarder de plus près. Zhu suggère que le trésor de cette statue est le cercueil du diable. À ce stade, la statue commence à trembler violemment, ce qui choque Zhu. Le gars essaie de découvrir grâce au système pourquoi la statue a commencé à trembler. Zhu n'avait absolument aucune réponse. La statue commence progressivement à se fissurer et un énorme diable peut être vu en dessous, de couleur rouge sang. Dans l'une des universités locales, une belle enseignante demande aux étudiants de se calmer. Girl Shu, professeur au visage timide dans une université occidentale, procède à l'appel. La jeune fille ouvre son magazine et nomme les élèves un à un en vérifiant les personnes présentes. Certains étudiants bâillent ou s'occupent de leurs propres affaires. Tout le tableau de la classe était couvert de diverses équations mathématiques. La femme passe à l'élève suivant nommé Zhong Shu. Le gars répond immédiatement qu'il est présent. Cette fois, le professeur appelle l'élève Zhong Ma, mais il n'y a pas de réponse. Les étudiants se regardèrent, mais personne ne savait où il se trouvait maintenant et son lieu de travail était vide. La jeune fille, fermant le magazine, demande aux étudiants de dire à Q et Zhong de venir à son bureau. Après cela, la jeune fille se lance dans ses études. À ce moment-là, un fort courant de lueur bleue émerge de la grotte où se trouvait maintenant Zhong. Une immense statue du diable prend vie et tente de bouger. Le sol et les murs commencent immédiatement à s'effondrer. Système Windows et Zhong ne savaient pas quoi faire dans cette situation. Zhong, confus, demande au système ce qu'il doit faire. Le système propose immédiatement de simplement quitter la grotte, car ils ont déjà reçu la pierre dont ils ont besoin. Le démon tourne brusquement la tête vers Zhu, le regardant attentivement. Zhu a eu peur, criant que la statue du diable l'avait remarqué et qu'il devrait s'éloigner d'ici. Le diable, sans aucune hésitation, décide de frapper le gars avec son énorme poing. Zhu se prépare à esquiver un coup aussi massif. Le coup du diable frappe le mur, faisant trembler violemment les pierres, et Zhu lui-même saute sur le côté. Sautant sur le côté, Zhu réfléchit à la manière dont il doit vaincre un adversaire aussi énorme. En souriant, le gars traite le démon de stupide parce qu'il n'est pas capable de vaincre Zhu. Cela a mis le démon très en colère et il a immédiatement essayé d'attraper Zhu avec sa main. À ce moment précis, Zhu décide d'utiliser sa compétence de téléportation. Ayant disparu une seconde avant le coup puissant, le diable rate une nouvelle fois sa cible et heurte le mur. Zhu, presque au plafond, regarde le démon essayer de retirer sa main du mur. Zolu, souriant, se rend compte que le démon n'est pas du tout dangereux pour lui, c'est pourquoi il décide de s'amuser avec lui. Mais quelque chose ne va pas, ce qui surprend grandement Zhu. La pièce entière est couverte de brouillard, ce qui fait que Zhu perd de vue le démon, cela l'inquiète énormément. Un démon apparaît par derrière, essayant de porter un autre coup puissant. Zhu parvient à le remarquer et se prépare déjà à sauter sur le côté. Mais le gars n'a pas le temps, c'est pourquoi tout le coup lui revient. Zhu tombe au sol à grande vitesse. Ce coup soulève dans les airs toutes les pierres éparpillées dans la grotte déjà assez grande. L'homme a eu du mal à se relever et a été grièvement blessé, ses vêtements se sont déchirés. Le gars a été surpris par un coup si inattendu qu'il ne pouvait pas comprendre comment le démon s'était retrouvé derrière lui. Le système demande à Zhu de se dépêcher et de quitter cette grotte, car il ne pouvait pas suivre ce démon. Zhu, ignorant la proposition du système, répond qu'ils parleront quand ils sortiront. Le démon disparaît du plafond de la grotte de la même manière inhabituelle. La créature commence à s'approcher rapidement du gars, essayant de le frapper à nouveau. Cela a beaucoup effrayé Zhu, car le démon n'avait pas prévu de s'arrêter là et de détruire complètement le gars. Le démon grogne bruyamment contre le gars, sa bouche était énorme et ses crocs dépassaient dans différentes directions, ce qui rendait sa bouche encore plus inquiétante. Une fois de plus, le démon frappe Zhu, mais le gars esquive et la grotte commence lentement à s'effondrer. Zhu attrapa le bord du rocher et observa une sortie à proximité. Il prévoyait de s'échapper de cette grotte. Il y avait un petit trou au-dessus du plafond par lequel la lumière entrait dans la grotte. Avec ses dernières forces, Zhu saute dans ce trou, avertissant le système qu'il parte. Mais le démon n'était pas content de cette situation, c'est pourquoi il a essayé d'attraper le gars par les jambes. Zhong parvient à s'échapper de la grotte, il reste assis, essoufflé, devant la mine. Le système n'a toujours pas pu récupérer de ce qu'il avait vu. Zhong était également étonné par la taille du démon et par le fait qu'il les avait presque rattrapés. Le système était étonné par ce qu'il voyait, mais il lui semblait qu'il pouvait y avoir bien d'autres formations intéressantes en plus de l'énorme démon. Zhong entend le même démon crier depuis le trou, le système leur demande immédiatement de partir d'ici le plus tôt possible. Zhong est assis silencieusement sur le sol, il réfléchit à ce qui s'est passé, il a été étonné par ce qu'il a vu. À ce moment, Q, ayant terminé le massage, s'allonge sur le canapé, il mange paresseusement des raisins. On frappa à la porte de la suite présidentielle, Q prête attention à ce son. S'étant approché de force de la porte, Q observe Zhong battu, le gars qui lui tient la main entre lentement dans la pièce. Q était étonné par l'apparence de son ami, il ne comprenait pas ce qui s'était passé et pourquoi il avait été battu ainsi. Q, se rapprochant, essaie de comprendre ce qui s'est passé et propose son aide. À bout de force, Zhu, debout, ne répond pas à son ami. À ce moment-là, il tombe sur les épaules de son ami, Q parvient à le rattraper,
l'appelant craintivement frère Ma. Tenant Zong, Q demande à plusieurs reprises ce qui lui est arrivé et pourquoi il est revenu comme ça. Zong était complètement inconscient, le téléphone de son pantalon s'est mis à sonner. Après avoir allongé son ami sur le canapé, Q sort le téléphone de son pantalon et décide de répondre. Assise au volant, la jeune fille aux cheveux blancs explique pourquoi Zong n'a pas répondu au téléphone pendant si longtemps, parce qu'elle était inquiète. Confus, Q raconte tout, ajoutant que son ami est actuellement complètement inconscient. La fille, ayant changé de visage, commence à poser beaucoup de questions sur la santé du gars. La jeune fille ajoute également qu'elle est déjà en route pour l'hôtel, elle accélère sur l'autoroute. Zong ouvre les yeux avec force, il y avait un système devant lui, elle a demandé au gars de se réveiller car elle était très inquiète de son état. Allongé dans son lit, le type se frotte les yeux, le système ajoute qu'il ne s'attendait pas à ce qu'une box ordinaire puisse avoir une telle puissance. En lui tenant la main, Zong se plaint que tout son corps est couvert de contusions, il s'inquiétait du cercueil sur la tête de la statue. Le système dit qu'il s'agissait d'un contrôleur de temps, ce qui rend Zong abasourdi, il n'avait aucune idée d'une découverte aussi sérieuse. Le système, en pointant l'écran vers le visage du gars, ajoute que le gars peut arrêter le temps à l'aide de cet artefact. Zong est étonné par ce qu'il a entendu, il demande à nouveau qu'il puisse arrêter le temps. Imaginez comment il se bat avec un grand nombre d'ennemis à un moment donné arrête le temps. Le système explique également que cet objet a un nombre d'utilisations limité et nécessite une grande quantité d'énergie. Le système montre 3 clés supplémentaires dans la boîte, ce qui suggère que ces 3 clés étaient importantes pour le roi démon, les touches différaient par la couleur, à savoir, bleu, jaune et rouge. Zhu fut surpris d'entendre parler de clés ordinaires. À ce moment, la porte de la chambre de Zong s'ouvre sur une fille qui crie. La fille aux cheveux blancs court vers le lit de Zong les larmes aux yeux, elle s'inquiétait pour la santé du gars. La fille court vers le gars sans s'arrêter, elle ajoute qu'il n'a pas le droit de souffrir, car il est son assistant. Le gars décide immédiatement d'arrêter le temps avec sa nouvelle capacité. Le corps de la fille se fige à quelques centimètres du visage du mec, ce qui le rend trop nerveux. Le gars s'étonne d'avoir pu arrêter le temps si facilement, il était heureux de pouvoir désormais arrêter le temps si facilement. La capacité se dissipe, la fille tombe dans les bras du gars qu'il appelle frère Zong Ma. En rougissant, Zong demande au système pourquoi le temps s'arrête si mal. Le système, fermant les yeux, explique qu'une grande quantité d'énergie est nécessaire, car le gars a pu arrêter le temps pendant une seconde. La voiture rouge de la jeune fille rentre déjà en ville, elle essaie de découvrir ce qui est arrivé à Zong et pourquoi il a été battu. Q était assis silencieusement sur la banquette arrière, la fille soupçonne que le gars pourrait masser d'autres femmes. Zhu, se tenant la tête, essaie de trouver une excuse, disant qu'il vient de se gratter sur une branche d'arbre. La fille avec un sourire propose au gars de changer de vêtements, car sous cette forme, les gens pourraient penser qu'elle l'a battu. Q décide de s'impliquer dans la conversation et demande avec un sourire stupide ce que Zong vient de dire. En regardant depuis la banquette arrière, il ajoute également que si son ami n'a pas besoin de l'aide de la fille, il peut alors choisir lui-même ses vêtements avec elle. La fille avec un sourire assure à Q qu'elle veut choisir des vêtements pour Zong. En riant, Q pense qu'il s'agit pour l'instant d'une assistante personnelle, mais qu'il pourra bientôt l'appeler sa sœur. La fille, gênée, crie que le gars ne devrait pas dire de telles choses, car elle n'a pas signé pour de telles choses. Zong rougit profondément, le gars ne regardait silencieusement que par la fenêtre. À ce moment-là, la jeune fille décide de regarder Zong, car elle l'aimait vraiment beaucoup. À ce moment, la voiture de la jeune fille est coupée par une voiture qui la précède. La jeune fille parvient à réagir et à éviter la collision, elle a été indignée par ce comportement sur la route. La voiture semblait familière à Zong, il regarde silencieusement la voiture qui s'éloigne devant lui. Un homme roule à grande vitesse sur la route centrale, un homme assis dans une voiture rapporte au téléphone qu'il a préparé tout ce qui est nécessaire pour le sacrifice. Le médecin était allongé sur la banquette arrière, les mains et les pieds attachés. Tout en caressant la tête de la fille, le gars assure qu'il prendra soin de la fille et que tout se passera bien, la jeune fille était inconsciente. En approchant de l'endroit souhaité, le gars rappelle le contremaître pour lui préciser qu'il est presque arrivé. Le type pose la main sur l'épaule de son conducteur, il appelle Solado et précise qu'ils doivent se rencontrer lors du tournoi international. Tai, avec des yeux fous, demande à la jeune fille de rester dans la voiture et de garder un œil sur l'otage pour que tout se passe comme il se doit. La fille avec un sourire demande à chercher des vêtements pendant qu'elle va aux toilettes. Zong dit au revoir à la fille pendant que Q regarde le centre commercial. La jeune fille ajoute en souriant que s'ils trouvent des vêtements qui leur conviennent, elle paiera tout pour eux. Q encourage son ami, essayant de découvrir de quel genre de fille il s'agissait et pourquoi elle tient tant à lui. Zong détourne le regard avec un sourire, proposant de trouver à Q une telle fille. Q crie qu'il a vraiment besoin d'une fille, car il est le meilleur romantique du monde. Zong, se moquant de son ami, s'enfuit. À ce moment-là, Q, l'attrapant, demande à partager au moins une fille. La main d'une femme bloque le passage des gars, la fille demande à s'arrêter, précisant ce qu'elle fait. La jeune fille, prenant la pause avec mépris, demande ce que font les gars qui ressemblent à des sans-abri dans le magasin. Q crie avec indignation à la jeune fille,
qu'elle qualifie de sans-abri. Zong arrête son ami avec un sourire, il décide d'ajouter qu'il a vu des vêtements de haute qualité dans ce magasin et qu'il souhaite les acheter. La jeune fille les appelle moqueusement des ânes, laissant entendre qu'ils n'ont pas assez d'argent pour des vêtements aussi chers. Zong, sans écouter la jeune fille, entre dans le magasin et commence à choisir des vêtements. La jeune fille demande avec indignation d'arrêter de toucher les vêtements avec ses mains sales. Zong sépare plusieurs types de vêtements et les jette sur le canapé au milieu de la pièce. Le gars, pointant du doigt, demande de compter tous les vêtements qu'il a mis sur le canapé. La fille, nerveuse, demande ce que le gars vient de dire, elle ne croyait pas qu'un homme puisse payer pour des choses aussi chères. Zong, au visage sérieux, demande à trouver les bonnes tailles pour lui écu. La jeune fille était complètement étonnée par une telle impudence.